Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence en ligne organisée par l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir deux experts comptables, une consoeur et une confrère. Donc Valérie Amirati. Bonjour Valérie. Donc tu es Bonjour. expert comptable installé dans le Sud. Tu as un cabinet dans 2 secondes. Décris-nous ton cabinet que tout le monde sache un peu qui Alors, tu es. Skynet, c'est un cabinet qui existe depuis bientôt 20 ans. Et en fait, on est 18, dont une petite dizaine d'alternants. Bravo à toi. Et donc Philippe Barré, que beaucoup connaissent. Philippe est expert comptable, mais il est aussi à la tête des moulins. Il a participé à pas mal d'études pour le compte de la profession. Et donc Philippe est un peu un spécialiste de l'organisation des cabinets. Tu es aussi expert comptable à temps perdu. Bonjour Philippe. Bonjour, tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Alors, on va démarrer. On a décidé de faire cette séquence sur l'organisation des cabinets. On a tous été un peu surpris par la crise, sa violence, sa rapidité. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés confinés. À mettre en place le télétravail, on n'était pas tous nécessairement super équipés. Ça a posé tout un tas de problèmes. Et donc, on va essayer de faire le point sur ces sujets. Comment est-ce qu'on peut, en s'organisant mieux aujourd'hui, gagner du temps, être plus efficace et sortir de là mieux que quand on y est rentré, si c'est possible. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et donc, on a ces deux experts avec nous pour y répondre. Alors, peut-être que la première question, c'est pour vous, quels sont les impacts et quelles sont les conséquences sur l'organisation du cabinet de cette première crise sanitaire qu'on rencontre. Philippe, peut-être tu veux commencer? Hmm. Alors en fait, je crois qu'il est important de prendre un petit peu de recul. Je sais bien que c'est difficile, c'est la grosse difficulté en ce moment consiste à essayer de garder un peu la tête froide alors que c'est compliqué, alors que les urgences se multiplient, alors que les clients sont dans le stress et donc il est difficile de prendre du recul. Mais je crois que c'est vraiment la priorité numéro un et je voudrais donner 2 ou 3 petites clés de lecture de cette situation. La première des choses, c'est qu'il faut faire la différence entre l'imprévu et l'imprévisible. Alors, c'est pas juste une question de sémantique, c'est pas, je dirais, une coquetterie intellectuelle, c'est vraiment très très différent. C'est-à-dire que ce que nous vivons là, ça n'était pas prévisible. Ce qui veut dire que très concrètement, on l'a pas prévu. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que personne d'autre ne l'a prévu. Donc, par rapport à cela, il faut bien qu'on comprenne que la situation est compliquée. Il y a quelques minutes, je lisais en attendant le démarrage sur Twitter des échanges d'étudiants qui étaient remontés contre l'éducation nationale, contre le ministre, contre Arcueil, contre la maison des examens, en disant mais comment se fait-il qu'on ne sache pas à quelle date on passera nos examens, comment se fait-il qu'on ne sache pas comment ça va se passer, comment se fait-il qu'on ne sache pas si ce sera du contrôle continu ou de l'examen, un oral ou un écrit. Il faut comprendre que personne n'avait prévu cette situation et que le flux de décisions à prendre, de situations d'urgence à gérer, avec toutes les conséquences que cela présente, est absolument phénoménal. Ce qui est vrai pour nous, c'est-à-dire qu'on se considère, nous, comme submergés, c'est vrai aussi pour les autres. La deuxième chose qu'il faudrait avoir en tête, c'est de bien avoir conscience qu'il ne faut pas réagir comme on réagit en temps normal. Donc, la situation est compliquée, je viens de le dire, tout le monde le sait, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on adapte nos comportements. Concrètement, on travaille d'une certaine manière, on a des habitudes, on a toujours fait comme ça, on a des clients qui s'attendent à ce qu'on traite leur dossier d'une certaine manière comme on traite d'habitude, mais qui veulent en plus qu'on gère l'exception, l'urgence, le très urgent, etc. Et ça, je crois qu'il faut qu'on l'ait en tête. On traverse une situation exceptionnelle, donc anormale, en dehors de la norme, et il faut qu'on adopte des méthodes qui soient en dehors de la norme. La dernière chose, c'est qu'on a tendance, d'une manière générale, je le lis notamment sur les réseaux sociaux et un peu partout, à chercher des coupables. C'est-à-dire que comme on est seul, comme on a l'impression en tout cas d'être seul, comme on vit des moments de manière difficile, on se rend compte que
on vit mal ces moments-là. C'est-à-dire que on va sur le site de je sais pas quoi, de la banque ou le site de BPI ou le site des impôts ou le site de la Directe et ça marche pas, c'est compliqué. Il faut quand même savoir que ces sites sont habitués à recevoir quelques dizaines ou quelques centaines de connexions par semaine et là ils en ont des milliers, des dizaines de milliers. Donc c'est normal que ça ne marche pas. Alors, je comprends l'énervement de la personne qui est derrière l'écran. Je comprends que ce soit très difficile à vivre parce que lui, la personne, l'expert comptable, a beaucoup de choses à faire. Mais il faut bien comprendre que c'est la faute à personne. C'est la faute du pangolin de Ouran qui s'est fait bouffer et qu'on n'aurait pas dû, ou de la chauve-souris ou de je sais pas quoi. Mais c'est pas la faute de l'URSSAF, c'est pas la faute des impôts, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de l'ordre des experts comptables, c'est pas voilà. Je crois qu'il faut qu'on essaye tous d'avoir un peu de bienveillance et de tolérance envers l'autre qui est à peu près exactement dans la même situation que nous et se dire qu'on n'est pas tout seul à vivre des moments compliqués. Valérie, comment tu as vécu, toi, cette entrée dans la crise? Alors, je pense comme tout le monde, un peu brutalement. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait une expérience de télétravail. Donc, on avait 3-4 collaboratrices qui bossaient déjà une partie de la semaine en télétravail. On avait tout sur le cloud, donc finalement, ça reste assez simple. La difficulté, ça a été avec les jeunes apprentis. Donc, on a pris, nous, une décision tout de suite. C'est de dire, on met les jeunes à l'abri. Donc, on a commencé avec la moitié de l'effectif du cabinet la première semaine. Quand on a su que Emmanuel Macron allait parler, moi j'ai compris tout de suite ce qui se passait. Donc on est allés tous et en faisant très attention chercher des PC, des écrans pour ceux qui n'en avaient pas au cabinet. Et puis on a mis les jeunes à l'abri immédiatement. On a dit on vous appelle dès qu'on a du boulot pour vous, mais là pendant une semaine travaillez, révisez vos examens, etc. Et on s'est mis en ordre de marche. Alors en ordre de marche, pour moi, ça a été commencer par communiquer. Communiquer immédiatement avec les clients pour leur dire qu'on était là, balancer une newsletter en disant qu'on était là. Ça a été, j'ai balancé le standard du cabinet là-dessus. Et c'est moi qui prends les appels sur ce petit portable et c'est moi qui parle aux clients. Parce que je pense que les clients ont besoin de nous parler. Ils ont besoin d'une personne humaine qui vive la même situation qu'eux, qui les comprenne et qui, si elle n'a pas de réponse, dit j'ai pas de réponse et on vous dira dès qu'on saura. Voilà. Donc ça a été une présence partout où on pouvait. Ensuite, j'ai organisé des visioconférences avec partie par partie de mon équipe. Alors principalement au début, juste pour savoir comment on allait, parce que je pensais que c'était très important. Donc j'ai trouvé des petits outils, on en parlera tout à l'heure, de visio, et j'ai instauré une routine où même si on n'a rien à se dire, on se dit bonjour tous les jours. Parce que je pense que c'est important de garder une cohésion et de savoir qu'on est là. Donc j'ai une réunion par jour, mais vite fait, un quart d'heure, voilà, avec les plus jeunes qui nous ont rejoints. Ensuite avec les chefs de groupe, aussi avec le pôle RH, voilà. Et on a décidé aussi d'arrêter, enfin autant que faire se peut, d'arrêter les mails. C'est-à-dire que ce qu'on met un quart d'heure à écrire dans un mail avec des précautions, avec du vocabulaire, avec un ton qui n'est pas toujours maîtrisé, moi j'ai demandé à mes équipes de téléphoner ou d'organiser des visios avec les clients autant que faire se peut. Voilà. Donc ça a été vraiment mettre du lien tout de suite. Voilà comment moi j'ai réagi. J'ai dit d'abord du lien, la technique après. Voilà. Merci Valérie. Pour confirmer ce que tu disais, Philippe, moi je sais avoir échangé pour organiser toutes ces conférences, notamment avec la Directe. Je rappelle qu'ils sont passés de 80 millions d'euros d'indemnités versées à l'année, sur l'année entière, à 8 milliards en quelques jours. Donc évidemment, c'est des multiplications par 1000 des volumes. Ils n'ont pas les tuyaux, ils n'ont pas les équipes, ils ont les mêmes problèmes que nous. Leurs collaborateurs sont en télétravail, ils peuvent pas se déplacer. On est tous en fait dans la même situation et j'ai à chaque fois des réunions avec eux par téléphone entre 20h et 22h. C'est à cette heure-là que le directeur de la Directe me rappelle en me disant j'ai eu votre message, mais ils passent leur journée à essayer de régler des problèmes. Voilà. Donc
normalement, on va pas revenir sur ce sujet de la directe. Les solutions sont en cours de règlement. Il vient de m'adresser un petit guide qui répond aux principales difficultés qu'ils ont identifiées, qu'on va faire passer à toute la profession ce soir ou demain matin. Et les sujets vont se régler, mais il faut bien comprendre que c'est simple pour personne. Et effectivement, on a un peu ce sentiment aujourd'hui d'être dans une insécurité permanente. On ne sait pas ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. Et on n'aime pas trop ça quand on est expert comptable. On aime bien les choses qui sont claires, dire à un client oui, ça tu peux pas. Et là, on se retrouve à lui dire bah je sais pas, peut-être, on verra, on va essayer. Attends un peu. Enfin, c'est compliqué quoi. Donc ça pose tout un tas de difficultés. Pardon, on est dans une situation particulièrement inconfortable quand on est expert comptable parce qu'effectivement, on a bâti notre légitimité sur des réponses claires, des réponses définitives, des situations que l'on gérait et on a pour habitude d'avoir une position qui est définitive et voilà. Sauf qu'en ce moment, ça n'est pas possible. Et alors, tu prends l'exemple de la directe. Moi, à titre personnel et familial, je connais bien le sujet des banques puisque j'ai quelqu'un proche qui travaillent chez BPI. Et chez BPI, ils ont exactement la même difficulté qu'à la directe, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont rappelé des collaborateurs qui étaient depuis dans d'autres services, qui historiquement étaient dans des services d'attribution de prêts et autres, et qui bossent en ligne de chez eux, de 9h le matin à 20h, en train d'accorder des prêts, en train de rectifier, en train de prendre contact avec tel ou tel chef d'entreprise qui n'arrive pas à remplir le document de la banque et autres. Et en fait, c'est pareil, ils sont tous submergés et ils accordent des prêts, et ils accordent des autorisations de garantie dans des conditions incomparables à toutes celles qu'ils ont vécues depuis des années et des années. Absolument. Alors, on va maintenant rentrer un peu plus dans l'organisation du cabinet parce que il y a peut-être des bonnes pratiques qu'on peut essayer de mettre en place. Le premier problème que rencontrent les confrères est assez simple en fait, c'est qu'ils croulent sous les demandes de prévisionnel. Ils sont même inquiets à l'idée que certains d'entre eux ne serviront à rien parce qu'ils savent que les critères des banques font que les entreprises qui sont trop mal notés ne seront pas éligibles. Et puis de l'autre côté, ils voient les échéances approcher. Alors on essaye d'avoir des reports de délai, mais rien n'est encore acquis. Et donc on se dit, mais comment on fait pour gérer ce qui est urgent, ce qui est très urgent, ce qui est très 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 urgent, et ce qui est encore plus urgent? Comment je fais pour jongler entre ma demande de prévisionnel, mon client qui me relance parce qu'il a passé le code de la directe? Est-ce que j'arrête les comptes? Comment je fais les bilans? C'est quoi vos préconisations sur ce sujet? Alors moi, je vais commencer en disant qu'il faut changer de réflexe et il faut se retrouver. Enfin, moi, je vis la situation comme ça. Je suis devant et beaucoup plus modestement et en étant beaucoup moins en danger qu'eux, je suis devant l'entrée d'un hôpital. J'ai des patients qui arrivent et je dois trier. Donc, en fait, je fais comme quand je gère mes tâches quotidiennes, c'est-à-dire j'essaie de faire tout ce qui peut aller vite en priorité ou de distribuer tout ce qui peut aller vite en priorité. Je fais en fonction des difficultés des gens, c'est-à-dire les gens qui sont en grave difficulté de trésorerie, immédiate ou quasi immédiate. Et bien sûr, on les fait passer en priorité. J'ai la chance d'avoir un cabinet d'une certaine taille, donc ça me permet d'avoir créé une équipe qui fait presque comme si de rien n'était, c'est-à-dire qui avance les bilans à marche forcée, en coupant. On parlera après peut-être d'une façon d'arrêter les comptes peut-être un petit peu plus rapide que d'habitude, mais en tout cas en coupant, en allant au plus vite, au mieux bien sûr, et puis une autre équipe qui avance sur tout ce qui est demande à remplir. Voilà, moi je suis la partie doc du cabinet, c'est-à-dire ce que je leur ai dit, c'est ne cherchez pas, la doc c'est moi, si vous avez une question, vous me posez la question. Donc moi je suis la partie ressources techniques et je distribue le travail vraiment comme si j'étais à l'entrée des urgences et je fais mon triage. Voilà, c'est une méthode comme une autre et en tout cas c'est celle que j'ai trouvée. Donc comment je gère les demandes de prévisionnel et l'arrêté des comptes? Moi j'ai envie de dire que je fais les deux, c'est-à-dire que pour ceux pour qui il faut absolument des bilans et pour qui ça peut aller vite, on y va. Pour qui ça va prendre du temps, on arrête tout et on fournit le bilan de l'année d'avant, peut-être des attestations ou des projets ou des arrêtés qu'on a fait en cours de route ou des tableaux de bord, n'importe quoi d'autre qui puisse alimenter finalement le dossier d'un banquier.
Et puis voilà, on fait du cas par cas, toute la journée parce que moi je connais pas, pour le moment, j'ai pas de meilleure méthode. Alors peut-être compléter par 2 ou 3 autres méthodes, astuces. Alors je partage tout ce que vient de dire Valérie, évidemment. Là encore, je répète, il ne faut pas gérer les dossiers comme on les gère ordinairement. C'est-à-dire que d'habitude, on a le temps, on a presque le temps de faire de la surqualité, ce qui nous permet de faire des travaux qui sont pas forcément complètement indispensables. Eh bien, cette fois-ci, on n'a pas le temps de se permettre cette coquetterie, ce qui veut dire qu'on ne va pas relancer le client sur les 12 factures qui lui manquent, la facture d'SFR, la facture d'Orange, etc. S'il manque tel ou tel aspect s'il nous manque tel ou tel document, pardon, eh bien, on s'en passera, on le mettra en FNP, on va se passer de faire des charges spontanées d'avance pour 300 balles, on va se passer de faire du peaufinage un peu trop dans le détail, parce qu'on n'en a pas le temps. C'est-à-dire que certes, les comptes sont indispensables, mais la priorité absolue, c'est évidemment d'apporter un prévisionnel aux entreprises qui en ont besoin, parce qu'on n'est pas sûr qu'elles puissent faire les payes si on ne leur apporte pas, à fin avril, une trésorerie, c'est-à-dire qui serait libérée par la banque avec le concours de BPI. Ce qui veut dire que très concrètement, il faut gérer les priorités et savoir quelles sont les priorités. Or, j'ai beau être expert comptable, je suis encore expert comptable, j'ai beau considérer que les comptes annuels sont essentiels, je crois qu'en période d'urgence et d'extrême urgence, les comptes annuels deviennent un peu secondaires. Ils ne sont, comme le disait Valérie à l'instant, essentiels que quand, pour des raisons diverses et variées, la banque exige un projet de comptes annuels parce que le client est un petit peu fragile ou est en situation un petit peu compliquée ou autre. Mais sinon, dans tous les autres cas, la priorité, c'est le prévisionnel. Alors, à propos de prévisionnel, on a eu beaucoup de questions qui sont tombées en disant mais comment on fait un prévisionnel vu qu'on ne sait pas à quelle date on va être déconfiné, vu qu'on ne sait pas ce qui se passe. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah, pardon, président. Tu veux me poser la question ? Vas-y. Non, mais vas-y, tu l'as très bien fait. Alors, j'avais l'impression, mais bon, ça doit être un peu lointain chez moi, que l'essence même d'un prévisionnel était de travailler sur l'avenir. Or, comme disait Pierre Dac, les prévisions sont encore plus compliquées quand elles portent sur l'avenir. Par définition, personne n'en sait rien. Donc, et par définition, on est sûr d'une chose, c'est que le prévisionnel, il sera faux. Si on prévoit qu'on va perdre 30% de chiffre d'affaires pendant la période de confinement, ce sera peut-être 40 ou ce sera peut-être 25. Et la période post-confinement, on peut assez raisonnablement considérer qu'on va être libéré vers le 15 mai pour, disons, la moitié de la population et vers le 1er juin pour l'autre moitié de la population. Et puis, on peut considérer qu'on aura une baisse de chiffre d'affaires. Alors, tout va dépendre évidemment de l'activité des clients. Si on est sur une activité qui aujourd'hui est fermée, si on est sur un restaurant, le prévisionnel, il est assez facile à faire tant qu'on est fermé. Sur l'après-confinement, il est probable qu'on ne sera pas tous autorisés à aller, comment dirais-je, déjeuner au restaurant à volonté comme on veut à compter du 1er juin. Si on fait de l'événementiel, il est très probable que les congrès ne commenceront pas le 1er juin, mais plutôt en septembre ou en octobre. Donc évidemment, il va falloir prendre des arbitrages, mais enfin, c'est notre métier, on est quand même expert comptable, donc on est a priori censé être capable de traduire des événements ou des prévisions en chiffres, et donc d'essayer d'évaluer un peu l'impact. L'objectif de la banque, l'objectif de BPI, l'objectif de l'État pour accorder les prêts, c'est évidemment pas d'avoir un prévisionnel au centime près, à l'euro près, c'est d'avoir une estimation du besoin en trésorerie. Donc, à partir de là, il va falloir estimer le besoin qu'on aura entre maintenant et la période où l'activité aura retrouvé un niveau normal. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'il va falloir travailler pour essayer de voir ce qui n'est pas compressible, ce qui est compressible, le chiffre d'affaires sur lequel on peut compter et celui sur lequel on pourra manifestement pas compter. C'est à l'évidence. On a besoin de faire ce prévisionnel pour le banquier, mais aussi pour le client. On est dans une posture où... Exactement, on est dans une posture où on souhaite accompagner nos clients, et pour accompagner nos clients, il faut qu'on soit capable d'estimer le besoin de trésorerie. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les 25% de chiffre d'affaires, qui sont le plafond des PGE, les prêts garantis par l'État, ce ne sont qu'un plafond. Et le banquier ne finance que le montant des besoins qu'on a réussi à démontrer grâce à un prévisionnel de trésorerie sur les 6 à 9 mois qui viennent. Donc, se passer de ce document, c'est quasiment impossible. En fait, on ne peut pas
ne pas accompagner nos clients dans cet exercice. Et ne pas faire de prévisionnel, c'est en vérité s'interdire d'accompagner ses clients dans ce moment compliqué pour eux, qui va leur permettre d'avoir de la visibilité avec une estimation. Si vous êtes plutôt craintif, vous avez qu'à considérer qu'il y aura 0 chiffre d'affaires jusqu'à fin juin. Et puis peut-être 25% du chiffre d'affaires jusqu'à la rentrée et 50% du chiffre d'affaires de 2019 jusqu'à la fin de l'année. Mais il faut prendre des hypothèses, quitte à ce qu'elles soient excessives. Alors, il ne faut pas trop grossir le trait parce qu'évidemment, il faut que le montant de l'enveloppe qui soit demandé pour accompagner le client soit dans la capacité de remboursement de la boîte. On va avoir mercredi une nouvelle conférence avec le représentant de la Fédération des banques françaises, un représentant de la BPI et Xavier Raher, que vous avez déjà vu pour la Direct, qui s'occupe aussi de tout ce qui est fonds de solidarité. Donc on répondra à toutes les questions sur le PGE, le FDS, mercredi après-midi. Mais là, aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est de pouvoir à la fois conduire l'accompagnement des clients à travers des prévisionnels, tout en ayant, on le sait, des équipes qui sont dans cette période hyper débordées avec les bilans et les comptes annuels. La priorité absolue, c'est de gagner du temps, très concrètement. Et là où on peut gagner du temps, c'est de pas passer 4 heures sur un prévisionnel, parce que ça ne nécessite pas 4 heures, ou encore moins une journée de travail avec un outil extrêmement sophistiqué, etc., etc. Et il en est de même pour les bilans. C'est-à-dire qu'il faut faire moins de surqualité, la surqualité qu'on aime bien, les contrôles qui sont pas forcément utiles, mais il y a des règles, il faut mettre en place un seuil de signification dans les contrôles, il faut arrêter d'harceler le client, c'est pas le moment parce qu'il lui manque 3 pièces comptables, si on n'a pas la pièce, si on a un souci, bon, on la met en FNP et autres, mais surtout, il faut gérer de manière efficace et en sortant le plus vite possible ce qui est urgent, c'est-à-dire les prévisionnels, en faisant les comptes après, parce qu'il y a moins d'urgence évidemment, et ensuite, il faut gagner du temps en passant moins de temps dessus. Ben voilà, nous par exemple, en priorité, on a mis les clients qui avaient peut-être une mauvaise année 2018 et qui avaient besoin de montrer qu'en 2019, ça allait mieux. En fait, on le sait, on connaît nos clients. Donc, on sait très bien qu'il y a eu une année 2018 un peu pourrie, qui a besoin qu'on sorte 2019 rapidement pour montrer que ça a été mieux et qu'on était sur le bon chemin. Et les banquiers avec qui moi j'ai eu contact, ce qu'ils regardent, c'est la CAF, c'est la capacité d'autofinancement pour savoir si le client, la CAF normative, normale dans ce métier-là, pour savoir si un jour il pourra rembourser. Parce qu'on sait très bien qu'il ne pourra pas rembourser dans 12 mois, certainement pas. La question, c'est à quelle cadence il pourra rembourser, dans combien de temps. Voilà. Et parce que ce qui est très important vu du côté des banquiers, parce que moi j'aime bien quand même me mettre du côté de la personne aussi que j'ai en face de moi, c'est que le banquier, ok, il a une garantie de l'État, mais il a une garantie de l'État quand toutes les autres garanties seront passées, c'est-à-dire que à la limite, quand le client aura déposé le bilan, quand il aura eu un plan qui n'aura pas abouti, sa période d'observation, son plan qui n'aura pas abouti, sa liquidation, et alors seulement il pourra avoir le certificat de non-recouvrabilité et aller voir l'État ou BPI pour qu'ils lui remboursent. Donc ils savent qu'en fait, eux, ils verront les sous dans un délai stratosphérique. Donc, ils font un petit peu quand même attention à la façon dont ils prêtent. C'est pas parce qu'ils ont une garantie de l'État qu'ils pensent qu'ils vont revoir les sous tout de suite. Et cet argent leur coûte, puisque manifestement, et en tout cas pour la première année, ils prêtent sans marge. Donc, voilà. Donc, en fait, ils ont des frais fixes, ils prêtent sans marge. Moi, j'aime bien quand même ça. Parce que bon, on sait que les banquiers sont pas nos meilleurs amis toujours, mais ça reste des partenaires. Et moi, j'aime bien savoir comment fonctionnent les partenaires, quelle est leur préoccupation, pour pouvoir leur donner ce dont ils ont besoin pour dire oui. Ce qui est important pour nos clients, c'est que le banquier dise oui. Et pour ça, il faut donner au banquier des armes pour qu'il puisse se construire un dossier, pour qu'il passe assez facilement dans son comité, si comité il y a, et pour qu'il soit en mesure de dire oui. Parce que le banquier, il est comme nous, il n'a pas envie de dire non, il n'a pas envie que le client meure, il a un rapport humain avec lui. Et d'ailleurs, à ce sujet, juste un petit mot, si je peux me permettre, je pense qu'il faut aller au plus direct. C'est-à-dire que le banquier va demander des choses au client, et souvent, on a quand même un effet téléphone arabe où le client nous dit « mais oui, mais le banquier, il veut ça, etc. » Je pense que là, c'est un moment pour aller vite et il faut bypasser les circuits. C'est-à-dire qu'il faut essayer de parler directement au banquier, de lui demander franco de port, qu'est-ce qu'il lui faut pour que ce dossier passe, et de le lui fournir. Voilà. Parce que suivant la banque, même si bien sûr ils essayent d'avoir des procédures un petit peu communes, etc. Mais moi je vois sur Nice, ils ont des stratégies différentes suivant le groupe bancaire, suivant la banque. Enfin, on voit vraiment différentes demandes et différentes stratégies. Donc il est important de savoir
l'humain qui est en face de nous, de quoi il a besoin pour que son dossier passe, pour dire oui. Bon, si c'est pas possible, il passera pas, faut pas rêver non plus. Mais ceci dit, je pense qu'on augmente vraiment beaucoup nos chances et les chances de nos clients, et on est quand même un peu là pour ça, en fournissant à la personne qui est décisionnaire ou qui fait passer le dossier les choses dont il a besoin pour pouvoir dire oui. Et on sera soulagé et nos clients seront soulagés si cette première démarche, elle est faite de façon rapide et avec succès. Et donc, il faut essayer pour moi de couper les intermédiaires et d'aller vite. Donc, tu recommandes de passer en direct avec le conseiller bancaire du client, plutôt que par un site national qui redispatcherait avec de la perte de temps et pas d'interlocution. Ben oui. Le deuxième conseil que tu alors, voilà, la deuxième chose qui semble intéressante, c'est que on a travaillé avec Philippe et ses équipes et toi-même Valérie à la constitution d'un dossier type. J'ai pu échanger, ça fait 10 jours qu'on est en relation avec la Fédération des banques françaises. Et donc, j'ai eu cet après-midi, donc voilà, je suis content de vous l'annoncer parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, leur accord pour qu'on puisse diffuser ce document à tous les experts comptables. Il y aura écrit dessus qu'il a été élaboré par l'Ordre des experts comptables de Paris. Alors, je ne citerai pas votre nom, hein, j'en suis désolé, mais voilà, tous ceux qui ont regardé la conférence seront partie prenante. Voilà, donc élaboré par l'Ordre des experts comptables de Paris et conforme aux échanges avec la direction régionale de la FBF. Voilà, et donc ça pourra apparaître sur l'ensemble des dossiers que les experts comptables pourront établir. Ce document vous sera adressé à tous à la fin de la réunion. C'est un document sur Excel qui permet, avec des zones cachées, des zones non figées, de pouvoir le distribuer à vous-même ou à vos collaborateurs pour remplir rapidement et facilement un dossier qui est complet pour les banques. Si vous remplissez ce document, normalement, la banque n'aurait rien à vous demander de plus. Donc voilà, c'est normalisé, c'est standardisé. Ça devrait nous faire gagner à tous beaucoup de temps. Donc on en est très ravi, on est très content que ça puisse faire. C'était long et fastidieux, mais voilà, c'est un gros bon point, ça, d'avoir un document standardisé. Oui. Et ce document permet de faire le diagnostic, le document de questionnement de la situation. Il permet de faire le business plan, donc le prévisionnel de trésorerie avec l'identification de la CAF, avec l'évolution et avec le besoin de trésorerie. Et il permet de faire le tout automatiquement, l'attestation. Ce qui veut dire que l'attestation de l'expert comptable remplie comme il faut, normalisée, etc., est faite automatiquement sur Excel. C'est paramétré pour qu'il n'y ait plus qu'à imprimer, voire même envoyer en PDF numérique au banquier directement. Et là encore, je rejoins ce que vient de dire Valérie. Il est essentiel de prendre contact directement avec le banquier de notre client. D'abord parce que lui, il est dans la même situation que nous. Je suis parfaitement d'accord avec Valérie. Il est tout aussi fébrile que nous et il est submergé comme nous par des demandes auxquelles il doit donner suite dans des conditions difficiles. Il a certainement une question ou deux. S'il commence à prendre le mail pour demander les questions en passant par le central, en passant par la banque générale ou je ne sais quoi, il va y passer un temps infini. Mieux vaut un petit coup de fil, de quoi vous avez besoin, je vous l'envoie, on met le client en copie, s'il manque une information ou autre, un document ou que sais-je, on peut lui répondre très facilement ou le rassurer au téléphone. Donc ça, c'est vraiment essentiel, il faut passer en contact avec lui. Je répète, ne pas y passer, comme on le lit souvent dans les réseaux sociaux, une journée, 2 journées sur un prévisionnel. Ça n'est pas une mission d'accompagnement normale, on n'est pas sur du récurrent où on fait du prévisionnel de trésorerie à long terme avec de détails, avec le prévisionnel de rentabilité, les tableaux de bord généraux. C'est pas du tout cette mission-là. Là, on est sur une mission de sauvetage. Et quand on fait du sauvetage, on n'en est pas à demander le papier, de machin, de tout ça. Est-ce qu'on a droit à telle ou telle situation? Non. On va vite, on fait des documents qui sont assez standardisés, qui sont faits effectivement un peu à la louche, c'est vrai, mais c'est le principe même d'un prévisionnel. Et comme n'importe comment, objectivement, on peut reprocher aux autres de ne pas savoir quand est-ce qu'on va sortir du confinement ou ce qui va se passer après. On n'en sait pas plus qu'eux. Et donc, par définition, les prévisionnels sont très aléatoires. Et donc, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et donc, comme on sait que ce sera faux a priori, autant ne pas y passer 8 heures ou 10 heures. 2 heures, c'est même largement trop. Entre une demi-heure et 1 heure, une fois qu'évidemment on a un minimum avancé sur la situation, on peut faire quelque chose qui est sérieux sans être quelque chose qui est trop sérieux. Complètement d'accord. Voilà, alors
Ouais, absolument. Il faut faire quelque chose qui soit à la louche, mais qui permette d'avoir une estimation du besoin de trésorerie et on fait en sorte de rassurer le client et de donner les documents à la banque pour justifier l'octroi de crédit, c'est indispensable. Juste une remarque que tu Alors, faisais tout à l'heure, ouais, Laurent, vas-y. à raison d'ailleurs, qui m'a été faite à plusieurs reprises. Le prêt, le texte prévoit que le maximum autorisé est de 25% du chiffre d'affaires, sauf Ça, pour les exactement. entreprises de création récente. Mais ça n'est pas un prêt de 25% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, le Exactement. prévisionnel, il doit permettre d'évaluer le besoin réel de l'entreprise. Il ne s'agit pas de se financer pour pas cher à hauteur de 25% du chiffre d'affaires. Et donc, si on fait un prévisionnel qui n'a ni queue ni tête et qui aboutit à aucun besoin et qu'on demande 25%, évidemment, on va se faire retoquer. Mais on serait, ce que disait Valérie, on serait à la place du banquier, on ferait évidemment pareil. Donc, soyons sérieux, soyons tous des professionnels et faisons notre job correctement. Respectons les professionnels qui sont en face de nous, qui doivent prendre des décisions qui sont pas plus faciles que les nôtres à prendre. Et voilà. Alors, on va pas s'étendre plus sur cette histoire de prévisionnel, surtout qu'on a cette conférence mercredi avec les banques, la BPI et le représentant de l'État sur le fonds de solidarité. Mais sur ce fonds de solidarité là, qui se fait depuis l'espace privé du dirigeant, comment vous pratiquez? C'est à nous de le faire, c'est aux clients de le faire. Valérie, c'est quoi ta stratégie au sein du cabinet? Alors, comme souvent, ma réponse va être très désagréable. Je vais dire ça dépend. C'est comme le fût du canon, hein, voilà. Donc ça dépend. Alors déjà, ça dépend si on fait. Souvent, nous, on a une base de gestion de patrimoine importante dans le cabinet. Donc c'est vrai qu'on fait nous directement souvent les déclarations de revenus des clients ou les modulations de leurs acomptes ou enfin bon voilà toute cette espèce de mécanique. Donc on a souvent les codes. Donc quand ça va vite, on le fait. Alors vraiment, ça dépend. Nous, on a fait une liste de dossiers. Chaque chef de groupe a sa liste. Elle passe un petit coup de fil. On fait. Qu'est-ce qui vous manque? Un petit coup de main. On vous pilote en ligne. Tout va bien. Voilà. Moi, j'ai écrit sur mon blog un petit, tout simplement un petit résumé de ce qu'il fallait avoir en main pour remplir. Et puis c'est du coup par coup. Encore une fois, on n'a pas fait de procédure. Quand on voit les facs autour de ce document qui double tous les 2 jours là, les réponses aux facs qui doublent tous les 2 jours et dont on ne sait même pas en fait quelle valeur elles ont ces réponses. De toute façon, bon, je pense que on fait comme on peut. Voilà, j'ai pas d'autres mots que ça dépend et 2, on fait comme on peut. Voilà, c'est pas super satisfaisant, mais c'est ma réponse. Philippe, tu trouves que c'est n'importe quoi ou pas? Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. On est dans une situation exceptionnelle et la règle avec une procédure qui va bien, une organisation qui va bien pour tout le monde, etc. Par définition, c'est pas possible. On sait bien que c'est pas possible. Si vous voulez mettre une règle en place, ça c'est un peu comme la numérisation des pièces comptables. Il y a des cabinets qui disent tout le monde passe du jour au lendemain à la numérisation des pièces comptables. Ben non. Parce qu'il y a des clients qui ne sont pas capables, il y a des clients qui n'ont pas envie, il y a des clients qui... Donc ça veut dire qu'évidemment, il faut essayer d'avoir des règles, mais il faut s'adapter et s'adapter à la situation de chaque client. Tous les clients ne sont pas forcément capables de demander eux-mêmes l'aide, le fonds de solidarité, parce qu'ils n'en ont pas la capacité, ils savent pas faire, ils savent pas comment faut faire, etc. Donc ça veut dire qu'effectivement, la meilleure des méthodes, c'est de passer des coups de fil aux clients pour leur demander déjà comment ils vont, leur demander comment ça va, etc. Je crois que c'est vraiment très très important. Et notre rôle d'accompagnement, il faut pas oublier que ça n'est pas de faire des tableaux Excel et de remplir une attestation, etc. C'est aussi de passer un coup de fil et de leur remonter le moral. On est là pour leur dire que ils vont s'en sortir, qu'il faut qu'ils s'en sortent et qu'évidemment, on est là pour les aider aussi. Il faut aussi que les experts comptables ils aient eux-mêmes cette sensibilité d'écouter, parce que l'accompagnement, c'est aussi de l'humain, c'est aussi de l'empathie, c'est aussi de leur dire qu'ils sont pas tout seuls, que au-delà de l'aide, on est là aussi pour échanger avec eux et pour partager avec eux leurs difficultés, pour les rassurer aussi, pas trop non plus, pas leur dire que tout va bien se passer et qu'ils auront des aides, du financement, etc., etc. Il faut essayer de trouver le ton juste, c'est-à-dire leur demander de se mettre en face de leurs responsabilités, leur faire comprendre qu'ils ont des choix à faire, qui sont pas tous faciles évidemment, et voilà. Mais tout à fait, l'idée c'est qu'à mon avis, le fonds de solidarité, il sera en grande partie rempli par le cabinet, parce qu'il y a un paquet de clients qui auront des difficultés à le faire, quoi.
Mais ça ne veut pas dire que le client ne doit rien faire. Ok, donc là-dessus, c'est le dialogue, l'échange, et au cas par cas, on essaie de gérer comme on peut. De toute manière, on est en temps de crise. Alors, derrière ça, il y a 3 questions qui reviennent à chaque fois, ce sont les mêmes, hein, que ce soit la mission d'activité partielle, la mission de prévisionnel, éventuellement la mission. Est-ce que c'est des prestations qu'il faut qu'on facture? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait, toi, Valérie, dans ton cabinet? T'envoies une facture à tout le monde? Je crois que tu as eu une expérience un peu délicate sur ce sujet. On en parle? Vas-y, on en parle. On s'est dit qu'on disait tout. On se dit tout, on se cache rien. Ce qui se passe à Paris reste à Paris, ok. Alors oui, en fait, moi, je suis présidente d'une association importante qui s'appelle Initiative Nice Côte d'Azur, qui est une émanation d'Initiative, enfin qui est une association qui adhère à Initiative France, et on a créé pour une petite action une petite association sœur, toute petite qu'on venait de créer. Et c'est un pop-up store qu'on a créé, et dans lequel il y a des créateurs qui passent, qui payent un pourcentage de ce qu'ils encaissent. Voilà. En gros, le chiffre d'affaires, c'est 1 500 euros par mois, hein, voilà. Et donc on a trois animateurs de ce pop-up qui sont des étudiants qui bossent chacun 20 heures par semaine, puisqu'on est dans un centre commercial, donc il y a des amplitudes horaires. Et donc l'expert comptable du dossier m'a gentiment, alors donc le directeur de l'association, enfin de l'association Grande Sœur, on va dire, a demandé à l'expert comptable de mettre en place, le centre commercial a fermé, donc de mettre en place l'activité partielle immédiatement. Et donc, j'ai eu le plaisir de recevoir un petit mail de mon confrère qui me demandait, avant de commencer à travailler ou de me proposer des solutions, de signer une lettre de mission, donc de 300 euros hors taxe, ce qui représente donc TTC, puisqu'on ne récupère pas la TVA, 360 euros, avant de commencer à me dire s'il allait pouvoir travailler. Je l'ai super mal pris. Voilà. Je le dis comme je pense. Je l'ai quasiment insulté par mail. Là, t'étais cliente. J'étais cliente. Donc voilà, j'ai dit, attends, sans déconner, quoi. J'ai fait 1000 balles de chiffre d'affaires par mois, tu me prends 360 euros. Et j'ai commencé il y a 2 mois. Donc évidemment déjà le montant, le fait de me dire, de toute façon, je fais rien si tu signes pas ma lettre de mission. C'est un peu, tiens, c'est le moment de te raqueter un peu, allons-y. Enfin, je l'ai pris super mal et vraiment j'ai écrit à l'associé donc de ce cabinet en lui disant que il faisait vraiment pas honneur à la profession, que j'avais du chagrin pour lui, hein. Enfin, j'avais honte pour lui et du chagrin aussi, parce que si c'était son premier réflexe, ça disait pas grand-chose de ce qu'il était. Moi, je crois que la majorité des confrères est pas comme ça. Je crois que la majorité des confrères est quand même préoccupée comme moi, parce que moi là, mes clients sont pour la plupart en prélèvement. Je sais pas combien je vais être payé là, hein. Franchement, je sais pas qui va dire je bloque tous mes fournisseurs et je vais être payé ou pas. Voilà, je sais pas. Je suis à Nice, c'est un secteur d'événementiel. Tous les congrès ont été arrêtés, de tourisme. Voilà, j'avais un client ce matin au téléphone, un tout petit client. Qui me dit qui est une base nautique, hein, qui me dit où il fait du parachute ascensionnel, des trucs comme ça, qui dit Valérie, 2020 on fait une croix dessus, hein, voilà. On est dans un endroit où on pense qu'on va, enfin en tout cas moi je pense que je vais avoir une grosse casse chez mes clients. Donc évidemment je suis préoccupée de savoir si je peux pas facturer un peu plus pour en fait tout simplement survivre aussi. Mais d'un autre côté, moi je vois la personne humaine que j'ai en face de moi, qui est en difficulté, et je lui dis non, là ce coup-ci je te facture pas. C'est ma réaction à moi, c'est on est solidaire, on est en difficulté, et non, je vais pas te facturer ça. Si plus tard j'ai beaucoup de travail sur un autre sujet que l'activité partielle, peut-être que dans ce cas-là, je te facturerai, ou sur ma facture je mettrai 2 lignes. Première ligne, le temps passé avec mon vrai taux. Et puis deuxième ligne, geste amical avec un abattement, peut-être 70, peut-être 80, peut-être 100%, peut-être un peu moins si s'en est bien sorti, voilà. Mais mon choix pour aujourd'hui, encore une fois, je suis peut-être un peu réactive, je fais peut-être du coup par coup, j'ai peut-être pas de stratégie, mais là, mon choix pour aujourd'hui, c'est là tout de suite. On est vraiment tous dans la panade, donc non, je facture pas là tout de suite, voilà. Philippe,
C'est un extraterrestre, Valérie. Elle facture pas, elle fait pas de lettre de mission. C'est du grand n'importe quoi, ça. C'est quoi C'est ni ça, on est au-dessus de la Loire. On a un régime particulier. Tu penses bien, Valérie, que si je t'ai proposé de participer, c'est que j'adore ce que tu fais. Alors, Philippe, non, en fait, Alors, moi, je suis pas président de l'ordre, je suis rien, donc je cherche pas à être élu, donc je cherche pas à avoir des amis, je cherche pas tout ça, donc je vais dire quelques vérités encore. C'est notre point commun, je pense que c'est pour ça que probablement qu'on a été choisi un peu. Voilà, l'idée, c'est quoi? C'est que, bien sûr, je suis le premier à dire que les normes sont bien, que c'est essentiel, que c'est important, etc. Mais je pars un peu de la fin en disant, est-ce qu'on fait des lettres de mission? Ma réponse est évidemment non. Enfin, je veux dire, bien sûr, c'est important des lettres de mission, bien sûr, tout ce qu'on veut, c'est important. Sauf que on est dans l'urgence. Ça me fait penser, l'histoire de la lettre de mission, ça me fait penser, c'est l'exemple que l'on citait ce matin quand on discutait tous les trois. C'est comme si à l'hôpital, en arrivant aux urgences, quelqu'un qui était en situation respiratoire un peu compliquée, on lui demandait, mais vous avez votre carte vitale? Ah ben non, je l'ai pas sur moi, je l'ai oublié. Ah ben c'est dommage parce qu'il va falloir que vous retourniez chez vous pour la rapporter parce que sans la carte vitale, on peut pas vous créer un dossier, etc., etc. Alors bien sûr, ça n'a rien de comparable. Je dis pas qu'on est des médecins, je dis pas qu'on est des soignants, je dis pas qu'on sauve des vies, je dis pas, on n'est pas en face des médecins, on n'est pas en face des malades, pardon, on craint pas pour notre vie. On a une vie qui est plutôt peinarde. Alors même si on a une vie qui est intense, qui est dense, qui est compliquée, on est quand même derrière des écrans. Et sauf si les dernières études montrent que les écrans transmettent le virus, sinon on est quand même plutôt à l'abri. Donc je dis pas qu'on est des médecins, mais je dis qu'il faut se comporter un minimum comme j'aime beaucoup l'expression de Valérie, comme des humains, c'est-à-dire qu'en fait, on est en face de chefs d'entreprise qui nous font confiance depuis des années, qu'on a accompagnés dans des périodes difficiles, et qui attendent de nous ça. Et puis alors après, si on parle un peu de stratégie, puisqu'en fait, c'était aussi un peu la question, soyons un peu stratèges. Finalement, on va facturer quoi? 200 balles, 300 balles, mais on va récupérer 300 balles, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va perdre en échange? On va perdre toute la légitimité et toute la relation de confiance qu'on a avec notre client. C'est à mon avis un très, très, très mauvais calcul que de facturer 300 balles, parce que l'image du client, ça va être, ce sera coupé au montage, hein, je suis dans la merde, et le seul truc auquel mon expert comptable pense, ça me facturer 300 balles. Moyennant quoi, quand demain on va lui dire, mais vous devriez acheter des missions d'accompagnement parce que la mission comptable ça va baisser, mais on est là à vos côtés, on a toujours été là à vos côtés. Je vais vous dire une chose, au mois de septembre, quand les clients ils vont voir la période de rupture des contrats pour l'année prochaine, ils vont se dire, toi mon gaillard, tu m'as piqué 300 balles quand j'avais pas le choix, tu m'as même prélevé les 300 balles sur mon compte, eh bien je vois ce qui va se passer. À la minute où je peux me libérer de toi sans payer les pénalités, eh bien je vais me tirer parce que tu mérites pas mieux. Je dis pas qu'il a raison. Je dis qu'il est en période de souffrance, comme nous. Je dis qu'il est pas bien. Et je dis que c'est pas le moment d'essayer. Je dis pas qu'on profite de la situation. Je dis que c'est un très mauvais moment pour essayer de récupérer les honoraires. Je pense comme Valérie qu'après la crise, il y a des clients qui fermeront. Parce qu'évidemment, il y a des clients qui s'en sortiront pas. Et ces clients-là, je crois que ce serait pire que tout que de leur facturer les 300 balles. Et puis, je crois qu'il y a des clients qui vont s'en sortir et qui se rappelleront qu'au moment où ils étaient dans une situation difficile, ils ont pu compter sur leur expert comptable qui, un, les a appelés pour prendre des nouvelles, deux, les a aidés à faire les papiers qui allaient bien, avec lesquels ils ont réussi à obtenir le fonds de solidarité, le prêt garanti par l'État, etc., le chômage partiel. Et cet expert comptable-là, en tout cas, quand on était sous la pression, quand on avait le couteau sous la gorge, il nous a pas envoyé une facture à payer au cul du camion avec une lettre de mission à signer avant qu'on commence. Et je crois que c'est ça qui fera la différence entre un expert comptable qui accompagne ses clients et quelqu'un qui fait ses comptes annuels, qui lui fait sa petite TVA mensuelle, etc. Et je crois que si on a envie que l'expert comptable devienne plus un accompagnateur que un faiseur de comptes et un teneur de livres, ben je crois qu'il faut avoir l'attitude d'un accompagnateur, pas d'un teneur de livres. Voilà. Alors, mais je sais que je vais pas me faire des potes. Non, mais là, je vois les réactions sur le. Ah oui. Moi, je les vois pas. Là, ça. Moi, je les vois. C'est mieux que tu les vois pas. Et alors, qu'est-ce que je vois? On me dit, mais si tu fais ça, t'es pas assuré. Qu'en est-il de ta responsabilité? Et si t'as pas fait de lettre de mission, comment tu vas te retrouver avec un problème de couverture d'assurance, un problème de responsabilité vis-à-vis du client?
Qu'est-ce qu'on Alors, fait? il y a plein de questions dans ce que tu dis, Valérie. Tu veux peut-être non Non, vas-y, Merci. moi, j'ai envie de dire, Alors, j'ai point envie de numéro dire un. que, Vas-y. Philippe. Non, vas-y, Philippe, vas-y. Alors, la question, je pense que les personnes qui écrivent les petits messages sur la responsabilité, sur tout ça, ça doit être des experts comptables. C'est-à-dire que j'ai écrit il y a pas longtemps un article. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais j'ai écrit un article il y a pas longtemps dans l'excellent site communautaire Compta Online qui s'appelait Il faut remplacer les perceuses par des trous. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de parler et d'expliquer aux clients comment gérer leur boîte. Il faut les aider vraiment. Et parmi les critiques que je faisais à mes congénères et à moi-même expert comptable, c'était que quand on met en place des missions d'accompagnement, quand on fait du conseil, la question numéro un qu'on se pose, c'est mais est-ce qu'on sera assuré? Et si jamais on se trompe et qu'on fait un prévisionnel et qu'on se plante sur le prévisionnel? Et si jamais, mais le risque, il est d'abord extrêmement faible. On n'a quasiment aucune jurisprudence pour des experts comptables qui ont fait des erreurs. En général, les condamnations, c'est parce que les erreurs étaient grossières, pour ne pas dire énormes, ou alors que l'expert comptable avait à peine regardé le dossier avant de faire un prévisionnel. Là, on est dans une situation qui est exceptionnelle. Deuxièmement, qui est-ce qui dit qu'on n'est pas assuré? D'abord, on a une lettre de mission, j'imagine pour le reste des missions générales que l'on fait, et le fait de faire un document pour obtenir un fonds de garantie, pour obtenir du chômage partiel, pour obtenir... si on fait la paye, par exemple, je vois pas en quoi on serait pas assuré en faisant une demande de chômage partiel. C'est pas parce qu'on n'a pas facturé 50 € ou 200 € qu'on n'est pas assuré. Enfin, depuis quand l'assurance est liée à la facturation d'honoraires? Tout à fait. Le fait d'avoir On est fait la d'accord. prestation et le fait d'avoir une mission générale de tenue de compta ou de paye, enfin selon la nature de ce que l'on fait pour le client, englobe évidemment toutes les prestations que l'on fera pour ce client dans le cadre de notre mission. C'est sûr que si on n'a jamais fait aucune mission pour cette entreprise et qu'ils viennent et que on se met à faire des travaux, etc., sans rien du tout, là, la question pourrait éventuellement se poser. Mais un client pour lequel on travaille de manière régulière depuis plusieurs années, la question ne se pose même pas. Donc la responsabilité est un faux argument, est un faux prétexte. On est d'accord. Par contre, on me dit, oui, mais Par contre, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Oui, justement, c'est la raison pour laquelle, moi, quand je fais ce genre de choses, j'indique sur ma facture la valeur de ce que j'ai produit comme travaux. Et puis, dessous, je fais une deuxième ligne, geste amical, geste commercial, ce qui vous fait plaisir, bon vent, bonne route, voilà. Un petit mot avec la même ligne en négatif, ça passe très bien sur les factures, voilà. Et en général, je reçois un petit coup de fil, un mail de remerciement, un paiement immédiat de ma facture, immédiat, voilà. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec Philippe. C'est ça. Et moi, je suis complètement d'accord avec Philippe sur ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on est expert comptable, mais on est quand même des chefs d'entreprise, quoi. Moi, je ne sais pas si un chef d'entreprise, à chaque fois qu'il prend une décision, il se demande s'il est bien. Alors, il a peut-être tort, hein, mais il se demande s'il est bien assuré pour prendre cette décision. Je pense que voilà, on est dans l'entraide. Enfin, pour moi, c'est clairement de toute façon une extension de notre mission, donc je vois même pas le problème en fait, pour être complètement clair. Hein. Voilà. Alors, moi, j'aimerais juste compléter. Hein, il y a aujourd'hui, je vois aussi les réactions remonter des confrères. D'un côté, il y a certains éditeurs qui envoient des demandes de facturation pour les mises à jour, les formations en ligne. Ça passe assez mal chez les experts comptables et je peux le comprendre. En ce moment, ils ont le sentiment de se faire, d'être pris au piège et de ne pas avoir le choix. Raqueter, bien sûr. Voilà, raqueter. Et de l'autre côté, exactement. Et de l'autre côté, certains prestataires, on va les citer parce qu'ils le font sans qu'on ait rien demandé. Alors on a passé un accord avec les éditions Francis Lefebvre qui donne un accès complet à tous les experts comptables et tous les stagiaires à toutes leurs bases en ligne, gratuit jusqu'à fin juin. On a des boîtes comme Link Office qui propose d'héberger pour ceux qui ne sont pas en capacité d'hébergement toutes les solutions en accès à la demande pour pouvoir permettre aux experts comptables de travailler. Bon voilà, on a recensé comme ça tout un tas de prestataires qui offrent
des prestations à l'ensemble des experts comptables parce que c'est une période qui est un peu compliquée. Et donc, ils sont solidaires de la profession et ils le montrent en étant des vrais partenaires. Et j'ai pas le sentiment que la base fiscale, sociale, juridique de Francis Lefebvre n'ait pas de valeur parce qu'elle est gratuite pendant 3 mois. Au contraire, je pense qu'on apprécie tous le cadeau qui a été fait et la valeur que ça a. Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que pour reprendre la question tout à l'heure, tu te faisais le porte-parole de commentaires qui arrivent en ligne. Tu disais tout ce qui n'est pas facturé, tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas payant n'a pas de valeur. Mais si on reprend l'exemple de Francis Lefebvre ou de Link Office qui proposent leurs prestations gratuitement, non seulement c'est un acte qui est généreux parce qu'il est sympa, parce qu'il aide les experts comptables qui peuvent pas aller au bureau ou les collaborateurs quand il y a des abonnements papier ou que sais-je, on peut pas aller au bureau récupérer la doc ou n'importe quoi. Là, on a accès à des documentations de qualité dans des conditions idéales. Mais en plus, c'est extrêmement intelligent au contraire, parce que moi qui ne suis pas abonné à X ou à Y, je vais pouvoir tester pendant 2 mois leur abonnement et je vais pouvoir voir qu'ils sont capables de m'apporter un service auquel j'avais pas pensé et que je n'ai pas utilisé jusqu'à maintenant parce que je n'en avais pas eu l'occasion et que le confinement va me faire utiliser. Et donc, ça me fait un très, très bon geste commercial également. Sauf que c'est un geste commercial intelligent qui a pour but de m'aider et qui a aussi un impact intelligent en termes de chef d'entreprise. Si on reprend notre exemple et si on transpose chez nous, le client qu'on a aidé à s'en sortir, à qui on a fait un dossier pour obtenir le prêt de la banque, à qui on a fait un dossier pour obtenir le fonds de garantie ou que sais-je. Ce client-là, le jour où il aura besoin d'accompagnement, le jour où la mission comptable va se déliter ou l'attrition du chiffre d'affaires va augmenter de mois en mois, qu'est-ce qui va se passer? Soit le chiffre d'affaires du cabinet il va baisser parce que le client va serrer les vis, soit le cabinet aura montré qu'il était capable de l'accompagner pour autre chose que peut faire la déclaration de TVA et des bulletins de paye, et dans ces cas-là, il fera appel à lui pour l'accompagner vraiment. Donc, si l'expert comptable a une intelligence de montrer qu'il était capable de l'accompagner, sans pour autant lui facturer au cul du camion la moindre déclaration ou quoi que ce soit, je pense que le client s'en rappellera. Alors, la question, j'imagine, va tomber dans 3 minutes. Est-ce que tous les clients s'en rappelleront? Voilà. La réponse est non. La réponse est non. Non, mais même avant ça, bien sûr qu'il va y en avoir qui vont abuser. Il y a toujours, voilà, même avant ça. On nous dit, mais c'est tout l'inverse de ce que on nous dit depuis tous les congrès et à chaque fois qu'il faut valoriser le conseil, il faut le facturer. Ah non. Mais c'est pas du tout l'inverse. Moi, je dis depuis des années, j'ai fait des articles, des conférences et des bouquins en disant il faut facturer le conseil parce que il y en a ras-le-bol de filer de faire payer le tout venant très cher et de filer la valeur ajoutée gratuitement. Enfin, c'est quand l'expert comptable m'explique qu'il fait du conseil au déjeuner, je lui dis que je suis désolé, ça reste un déjeuner avec un peu de tchatch, c'est pas une mission de conseil. Une mission de conseil, c'est un cadre, une organisation, pour le coup une lettre de mission avec des objectifs, etc. Je suis le premier à le dire et je l'ai toujours dit et je le maintiens, je continue à dire que c'est ce qu'il faut faire. La seule différence, c'est que là, on est dans une situation qui est complètement délirante. On est dans une situation complètement anormale. Je vais vous donner un autre exemple qui est, là encore, imagé. On est en train de faire, vous êtes sportif, vous faites de la varap. Vous êtes en train de grimper sur une montagne et vous payez un cours, vous achetez un cours avec un moniteur, etc. Évidemment que le cours du moniteur, il va être payant. Voilà. 15 jours après, vous êtes en train de faire tout seul de la varap et puis vous avez glissé, vous êtes sur le bord de la falaise. Et là, vous avez le moniteur qui est en haut et qui va vu que vous étiez en train d'être en danger. Est-ce qu'il doit vous facturer pour vous sauver la vie et vous envoyer une corde? Je pense que vous le prendriez mal. Vous me direz, s'il n'envoie pas la corde, même si vous le prenez mal, il n'y aura pas trop de conséquences pour lui parce que, vu les résultats, il ne se passera pas grand-chose après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut quand même pas confondre une situation anormale, au sens de en dehors de la norme, pour lequel il faut avoir une réaction anormale, il faut avoir une réaction qui soit humaine, spontanée, qui permette au client de montrer qu'on est avec lui pour lui remonter le moral parce qu'on est son partenaire, et puis une relation normale, récurrente, organisée, pérenne, où on est là pour être à ses côtés, pour faire du copilotage de sa boîte, et dans ces cas-là, il est évident que c'est payé. La situation n'est pas du tout la même. Bon, alors après, on te dit oui, mais bon, Francis Lefebvre, Link Office, tout ça, c'est des grosses boîtes, ils facturent super cher toute l'année, ils nous prennent pour les vaches à lait. Là, ils se font de la pub pour pas cher. C'est pas le cas de tous les cabinets. Voilà, c'est compliqué. Et puis, honnêtement, le client, de toute façon, ils sont fous, il s'en rappellera jamais. Les clients, tu sais, c'est tous des ingrats. Alors,
C'est pas faux et c'est pas grave. Ça, je vais utiliser je vais utiliser en fait un argument que j'utilise à chaque fois qu'on me parle de ma gestion humaine. Où on me dit ouais, tu te rends compte, tu files de l'intéressement, on a plein d'avantages. Les gens s'en rendent pas compte, ils arrivent, ils pensent qu'on est au Club Med, voilà. Et moi, j'ai dit c'est pas grave parce que au fond, ceux qui restent sont ceux avec qui on a envie de bosser. C'est-à-dire que moi, ça va pas changer ma nature. C'est pas parce que j'aurais fait un cadeau et que la personne en aura profité que je vais changer ce que je suis profondément et que je vais changer ma façon de faire. Et au fond, si le mec en a profité, bah, je ferai ce que je fais régulièrement à la fin de l'année. Moi, j'ai une pratique. Mon anniversaire, c'est le 24 décembre. J'espère que vous en souviendrez tous ce jour-là. Et à la fin de l'année, on a ce qu'on appelle une charrette. Et en fait, les collaborateurs sont autorisés à me dire quel est le client qui les a fait chier tout le long de l'année, qui leur a mal parlé, qui les a traités très mal. En général, d'ailleurs, on les connaît. Et à ces gens-là, je fais un petit mail en leur disant c'était bien, mais c'est fini. Voilà. Et c'est un grand plaisir chaque année. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et en réalité, en faisant ça, on se rend compte qu'on gagne du temps et de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec des gens qui sont d'accord pour payer, qui apprécient ce qu'on fait, qui sont souriants. Ça fait baisser notre niveau de stress. Il ne faut pas oublier qu'en fait, on va tous mourir relativement jeunes, moi un peu moins que les autres, un peu moins que vous, mais on va tous mourir relativement jeunes parce qu'on a un niveau de stress qui est incroyable, et en particulier en ce moment. Et que voilà, trier ses clients, ça fait du bien. Et peut-être que cette crise, c'est le moment de... C'est peut-être un bon moment pour décider qu'est-ce qu'on veut faire de son cabinet, comment on veut trier ses clients, avec qui on veut travailler, pourquoi on baisse pas un peu finalement, pourquoi on baisse pas un peu la voilure, pourquoi est-ce que, ou au contraire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Moi, je pense que, alors, c'est malheureusement pas comme la plupart des gens au moment où on est tranquille, où on peut faire de la méditation et où on peut compter les pâquerettes sur sa terrasse. Mais en revanche, c'est peut-être aussi un bon moment pour réfléchir de qui on veut être, de quel est le sens de ce qu'on fait et de finalement choisir, quoi. Voilà. Donc oui, non, en effet, il y a plein de gens qui vont profiter. Moi, j'en reste convaincue. Ouais. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi. Voilà. Je partage à 100%. Alors, pour reprendre l'exemple l'anecdote que citait Valérie sur l'histoire des clients qui sont virés chaque année. Alors moi, je suis même pire que ça. C'est-à-dire que moi, je respecte même pas les normes. C'est-à-dire que moi, quand il y en a un qui me fait chier en cours d'année, il est viré en cours d'année. C'est-à-dire que ça aussi, voilà. Donc celui qui pousse mémé un peu trop loin dans les orties, eh bien, il dégage avant la fin de l'année parce que je me suis aperçu, mais l'expérience a montré que en fait, tous les clients avec qui ça se passait bien, etc., on n'arrive pas à les satisfaire. C'est-à-dire qu'ils ont des besoins, mais comme on est assez submergé par les emmerdeurs qui nous consomment de l'énergie, du temps, du stress, etc., eh bien, on s'occupe pas bien des clients qui sont des bons clients, qui payent bien, qui râlent jamais. Et qui payeraient pour quelque chose de plus sans aucun problème. Et qui payerait, et dans le même niveau de courtoisie, en étant sympa, etc. Et la sélection des clients, j'y crois énormément. Ça fait partie, comme tu le dis, du confort des équipes, du confort du dirigeant aussi. Et honnêtement, c'est aussi très confraternel d'envoyer les clients dont on ne veut plus à des confrères. Tout le monde a le droit de voir ces gens-là, oui. Bien sûr. Ou à des illégaux. Moi, je dis toujours, les illégaux sont faits pour ça. Il ne faut pas hésiter à leur envoyer les dossiers pourris, parce que c'est comme ça qu'on les fait grandir. Donc, en fait, toi, tu dis que plus tu vires les clients, chaque fois que tu vires des clients qui sont bouffeurs de temps, qui t'emmerdent, en vérité, c'est ça qui te permet de le faire, en fait. C'est parce que tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent. La rentabilité du cabinet augmente, le niveau de confiance de l'équipe augmente, le niveau de satisfaction des clients qui restent augmente. Honnêtement, j'ai pas encore trouvé, malgré 25 ans de pratique assidue, d'inconvénients. Non, mais c'est clair. Donc, c'est bien dans ce sens-là. Et la partie importante, c'est ça, c'est que les équipes ont confiance dans le management, c'est-à-dire qu'elles savent qu'elles vont pas se faire piétiner dessus toute l'année, que peut-être il y a une raison pour laquelle on les garde jusqu'à un certain moment, pour lesquelles on résiste jusqu'à la fin de l'année, ou voilà, mais qu'elles vont pas se faire piétiner dessus et qu'il y a une forme de justice à un moment donné, et dans le management et dans l'ambiance. Je pense que c'est important. On commence à rigoler. Nous, on commence à toute l'année, on a des petits
des petits moments de rire en disant est-ce qu'il va monter dans la charrette, est-ce qu'il va pas monter dans la charrette. Enfin voilà, c'est un principe assez fun en fait finalement. Et c'est un moment de complicité et où les équipes sentent qu'on est avec eux quoi. Voilà, et qu'elles sont pas là pour se faire piétiner, maltraiter. Bon. On refera une séquence spéciale charrette de clients, parce que ça a l'air de vous passionner. Mais on va essayer de se recentrer sur notre sujet, qui est la crise sanitaire, le Covid-19, le coronavirus. Alors, on a déjà répondu à la question qui était prévue, qui était de savoir si on doit faire signer des lettres de mission avant chaque intervention. La réponse est, selon vous, non. Voilà. Je vais vous dire que je suis d'accord avec vous, même si c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. La question qui suit est simple. Est-ce qu'on peut recourir au chômage partiel en tant qu'expert comptable? Est-ce que c'est une bonne idée? Comment alors moi, Vas-y. Moi, je l'ai fait parce que, comme je l'ai, ouais, dans mon cabinet, moi, je l'ai fait tout simplement parce que, précisément, on a mis nos apprentis à l'abri, les plus jeunes, hein, ceux qui sont en IUT, en DUT, GEA, première et deuxième année, qui ont besoin d'être suivis de très près, qui fonctionnent encore beaucoup sur des pièces qu'on n'avait pas trop, etc. Je l'ai fait pour la première semaine. Pour certains, je l'ai fait pour la première quinzaine, et on les fait rentrer dans le jeu petit à petit au fur et à mesure qu'on a du boulot à leur donner. Donc, je l'ai fait avec des pincettes. Je l'ai fait vraiment. Il ne s'agit pas de faire travailler les gens et de dire que en fait, ils travaillent pas. J'ai des collaboratrices qui ont des enfants. Qui peuvent pas travailler toute la journée. Je veux dire, quand on doit faire cours à ses enfants le matin ou qu'on a des enfants en très bas âge, on peut travailler qu'à mi-temps. Donc, il y a certaines collaboratrices pour qui j'ai fait du recours au chômage partiel à mi-temps, mais en les respectant. C'est-à-dire que ça correspond à une réalité et on les respecte. Et on leur demande si elles sont un petit peu déstabilisées ou voilà, si elles sont prêtes à redémarrer la semaine suivante à temps partiel, à temps plein. Si c'est pas possible, ça sera la semaine d'après. Donc, on fait un petit point toutes les semaines sur qui est prêt. Alors, qui en est nous en mesure de superviser et à qui on peut donner du boulot et qui est prêt à reprendre le boulot dans des conditions familiales normales. Parce que chez moi, bon, voilà, nous, on fait très attention à la charge mentale des femmes. Bon, c'est évidemment une de mes... D'un côté, tu n'as quasiment que des femmes. Alors non. Alors je t'interdis de dire ça. On est passé de 2 garçons à 4 garçons. On a doublé les effectifs. Voilà. Et comme je dis toujours, dans 25 ans, peut-être j'arriverai à l'égalité des salaires. Je vais voir. Je me suis donné un objectif de 25 ans. On verra. Non, trêve de plaisanterie. Voilà. Moi, j'ai eu des enfants. J'ai créé un cabinet. J'avais 2 enfants. J'ai toujours travaillé. Je me suis arrêtée à chaque fois 15 jours. À chaque fois que j'ai fait que j'ai eu des enfants. Donc je sais ce que c'est que la charge mentale. Je sais ce que c'est et donc j'essaie de pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc je suis très précautionneuse de ça. Donc on a utilisé et les mesures de chômage partiel. Je suis aussi très très respectueuse des étudiants, des apprentis puisqu'on en a 9. C'est important pour eux. Ils ont des examens là qui vont arriver et voilà, donc dans le respect des gens, on essaie de les faire bosser, pas trop, de les faire rentrer dans le jeu comme on peut, voilà. Et dans le respect économique aussi du cabinet, parce que si on n'a pas de boulot à leur donner, voilà. Donc oui, on a fait appel aux arrêts maladie pour garde des enfants et au chômage partiel. Voilà, dans une mesure, dans une très moindre mesure, mais oui, voilà. Alors moi, juste pour ajouter quelque chose, je vais profiter un peu de l'occasion de ce que vient de dire Valérie pour ajouter un petit complément. En fait, nous, parmi mes activités, j'accompagne des cabinets et en fait, depuis 15 jours, 3 semaines, il y en a plusieurs qui nous ont appelés et en fait, il n'y a pas du tout d'arrière-pensée dans ce que je dis, mais je constate vraiment que depuis 3 semaines, il y a 2 catégories de cabinets. Les cabinets qui avaient, et c'est pas pour donner des leçons, hein, c'est pas du tout l'esprit, mais des cabinets qui avaient anticipé, qui avaient beaucoup automatisé leur process de production, qui avaient mis des outils de récupération de données, d'OCR, de tout ce que vous voulez, bien avant le confinement, et qui du coup ont pu quasiment travailler de manière quasi transparente, puisque les collaborateurs, ils ont leur portable, ils sont chez eux, ils ont leur téléphone portable, ils récupèrent toutes les pièces dans les différents réceptacles des pièces comptables prévues à cet effet. Et donc, finalement, tout va bien, il n'y a pas de lieu à faire du chômage partiel, il n'y a pas lieu non plus à
comment dire, à arrêter les gens parce qu'ils n'ont pas de travail ou je ne sais quoi. En fait, on s'aperçoit que dans ces cabinets-là, finalement, le confinement a été assez peu gênant puisque toute l'organisation est organisée sur chaque collaborateur et il n'y a pas tellement de contraintes vis-à-vis de la présence au cabinet. Et puis, il y a l'autre catégorie de cabinets qui ont pris un peu de retard, qui considéraient que c'était un peu tôt, qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils n'avaient pas le temps, etc., et qui là souffrent énormément. Et pourquoi? Parce que ils n'ont pas les pièces comptables. Les pièces comptables, si on veut les avoir, il faut les récupérer au cabinet. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un au cabinet. Ensuite, il faut les emporter et les déposer ou les transmettre chez le collaborateur à son domicile. J'ai même eu des cabinets qui m'ont dit que tous les collaborateurs n'avaient pas d'ordinateur portable. Et donc, on est dans une situation qui est très vite, qui a été extrêmement compliquée et qui là est extrêmement compliquée et qui a pour conséquence évidemment du chômage partiel, mais non pas parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il y a évidemment un travail de fou, puisque c'est la période des bilans habituels plus tout le reste, mais par contre, ils sont incapables de le faire parce qu'ils n'ont pas les pièces comptables, ils n'ont pas les éléments, ils n'ont pas la possibilité de travailler à distance. Et alors, je t'interromps, Philippe. Attends, je t'interromps une seconde. Est-ce que c'est pas le moment d'équiper le client avec des outils gratuits pour la plupart tu mets Time Recept, qui est une appli gratuite que tu peux télécharger sur ton iPhone ou ton smartphone. Même des photos avec aujourd'hui ton appareil photo dans ton téléphone, tu peux ensuite les transformer en PDF. Est-ce qu'on peut pas dire au client de scanner, de numériser? Parce que, honnêtement, il a rien à faire. En ce moment, il est chez lui. Et comme ça, il envoie les pièces et puis on peut bosser, quoi. Alors c'est vrai que objectivement, si le cabinet a quelques personnes qui sont en sous-activité ou en moindre activité, c'est l'occasion ou jamais de. Alors je répète toujours, je radote, je sais, mais c'est important de se le rappeler. On fait pas tous les clients en même temps. On commence par les clients les plus perméables aux nouvelles technologies. Maintenant, il y a quand même des outils qui sont des outils en ligne qui sont extrêmement simples d'utilisation. Ça veut dire que le client, il a forcément soit un téléphone, soit un scanner chez lui, mais au moins un téléphone, un smartphone qui permet de scanner les pièces. Ces pièces, elles vont dans un box, enfin dans une box, dans un machin, dans un truc qui permet au cabinet de les récupérer et de finaliser les comptes. C'est aussi l'occasion d'utiliser des outils comme Digipost, parce qu'effectivement, avec Digipost, on récupère gratuitement les pièces comptables dans les box, dans les machins, sans que le client ait quoi que ce soit à faire auprès de tous les grands opérateurs, ce qui permet aussi de récupérer les écritures comptables. On récupère évidemment avec... je déclare les comptes en banque, comme ça on impute automatiquement. Il y a encore 15% des cabinets, j'ai lu une étude récente, il y a 15% des cabinets qui n'utilisent toujours pas les outils de récupération bancaire. C'est l'occasion ou jamais de les récupérer parce que c'est de la folie. On est en 2020, ne pas récupérer les écritures bancaires par télétransmission, c'est du délire. Bon, c'est pas critique, c'est pas pour jeter la pierre aux cabinets qui n'ont pas fait ce qu'il fallait avant, c'est de se dire que c'est l'occasion ou jamais de s'y mettre. Et de se dire que c'est le syndrome de la grenouille. Hein. Ça fait des années et des années que on laissait un peu pourrir les choses et qu'on s'en occupait pas vraiment. On disait demain, demain, demain. Mais demain est arrivé, c'est aujourd'hui. Donc maintenant, il faut s'y mettre. Et on sait bien que les grandes mutations, les grandes évolutions, elles interviennent parce qu'on prend un coup de pied au cul, pas parce que un matin on se lève en disant tiens, aujourd'hui je vais faire ça. Non. Là, le coup de pied au cul, je pense qu'on l'a bien compris, on l'a reçu. Donc, c'est l'occasion ou jamais, notamment dans les cabinets qui ont un peu de retard d'un point de vue technologique, de s'y mettre parce que c'est l'occasion. Et c'est aussi l'occasion de changer les process et de revoir un peu les méthodes. Mais ça veut dire aussi que ces méthodes et ces process, une fois qu'on les aura adoptés pour la période de confinement et pour l'arrêté des comptes de 2019, on les gardera. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas à l'ancienne méthode pour faire les bilans 2020. On arrêtera de faire des travaux qui servent à rien, d'enfilage des perles, etc. Alors, merci à tous les deux. Hein. Donc, je confirme qu'il est bien évidemment possible. Il y a un peu d'écho là, je crois. Il est bien évidemment possible de recourir au chômage partiel quand on a un cabinet d'expertise comptable. Ça m'a été expressément confirmé par la directe. Il n'y a aucun problème. Par contre, évidemment, la condition, c'est qu'on ne travaille pas quand on est en chômage partiel. Donc, si vous souhaitez mettre en place le chômage partiel dans un cabinet, ma recommandation et celle qui m'a été donnée par la directe, c'est de définir quelles sont les journées, les jours travaillés et les jours non travaillés. Par exemple, lundi, mardi, on ne travaille pas, mercredi, jeudi, vendredi, on travaille. À ce moment-là, vous êtes en chômage partiel à 2/5. Si c'est tous les matins, dans ce cas-là, tous les matins, vous travaillez, tous les après-midi, vous êtes en chômage partiel. Et dans ce cas-là, vous êtes à 50%. Donc, c'est tout à fait possible de combiner le télétravail et le chômage partiel. Encore faut-il être très rigoureux
dans la manière dont on met le truc en place, éviter d'envoyer des mails aux collaborateurs et de demander de leur répondre quand ils sont censés être en chômage partiel, parce que quand ils sont en chômage partiel, ils ne sont pas payés plein pot et c'est l'État qui prend en charge leur salaire, leur indemnité, et ils ne sont pas censés travailler. Il va y avoir des contrôles, par qui, je ne sais pas, l'URSSAF peut-être, la directe en direct, je ne sais pas, mais il faut être très très vigilant sur ce sujet parce que aujourd'hui les acceptations vont être automatiques. Ça ne veut pas dire que nécessairement il n'y aura pas de contrôle derrière. Après, effectivement, je partage tout à fait le point de vue de Philippe. Je pense que les clients et nous-mêmes sommes dans une situation où on est un peu contraint parfois de prendre les bonnes méthodes et les bonnes solutions, un peu sous la pression. Alors ça va se faire un peu dans la douleur, mais si on demande à nos clients de commencer à utiliser des outils de récupération automatique d'écriture et de scanner les factures et de les prendre en photo et de les annoter, c'est quand même plus simple que de continuer à nous envoyer des boîtes à chaussures et des enveloppes. Donc peut-être que l'occasion fait le larron et qu'on peut profiter de ça pour faire passer au numérique les derniers récalcitrants. Alors, on va peut-être passer à la question d'après, qui intéresse beaucoup de monde, parce que vous savez qu'on a eu des reports de délai qui ont été considérés comme étant mesquins. La DGFiP nous dit, pour que tout le monde ait bien en tête les enjeux, que repousser la date limite d'établissement des comptes, c'est repousser automatiquement la date limite d'envoi des déclarations d'impôt sur le revenu, et donc d'autant les remboursements aux particuliers. Maintenant, je comprends que certains experts comptables sont dans l'incapacité absolue de respecter les délais qui ont été fixés. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à prier que Darmanin accepte de nous accorder un délai au 30 juin, voire parfois certains demandent au 30 septembre, ou on s'organise autrement. C'est quoi la bonne stratégie là? Valérie, comment tu vois les choses? Toi, tu seras dans les délais sur tous tes comptes actuellement ou pas? Moi, je pense qu'on sera dans les délais. Alors déjà, on s'était... Alors, on a un contrat d'intéressement qui dit, alors cette année, il va falloir que je fasse un supplément d'intéressement parce que je vais certainement pas rentrer dans le contrat, donc il va falloir que je bidouille un avenant, que j'écrive un avenant, pardon. Oui. Mais notre contrat d'intéressement dit que, en fait, il y a plein de critères qualitatifs. Et l'un des critères qualitatifs, c'est que 80% des bilans doivent être sortis un mois avant le délai légal. Donc normalement on est outillés, et on était outillés, on était très très bien partis. C'était vraiment une jolie saison fiscale. Tout le monde avait 20 heures de libre quand on planifiait les temps et tout. C'était très beau. Bon, ça a été un peu patatras, mais on va faire en sorte de rentrer dans les délais légaux, oui. Et on va faire ce qu'il faut. Et je vais rejoindre Philippe. Voilà, quand il manque 3 factures, il faut arrêter en passant un FNP, arrêter les charges comptées d'avance pour 10 balles, arrêter tout ça. Je ne sais pas à qui ça va servir au juste, parce que à la fin de cette période, on va compter les morts et malheureusement pas que les morts physiques. Donc, est-ce que en fait, on aura changé quelque chose en comptabilisant comme il faut des cheveux coupés en 4 ou pas? Moi, je suis pas sûre. Donc, moi, j'ai demandé à mes équipes d'aller vite. Voilà. On sera à l'heure. Voilà. On sera à l'heure, que le client réponde ou pas. Aux dernières questions, je m'en fous, je prends des options. Et s'il faut, j'enverrai des rectificatifs. J'ai toujours eu cette philosophie-là de dire, quand je sais pas, j'envoie un premier jeu à l'administration fiscale et j'envoie un rectificatif derrière. Alors, c'est pas beau, peut-être, voilà. Mais ça m'a servi pas mal de fois dans ma vie. Il n'y a pas eu de conséquences pour le client. Donc, si vraiment il y a des choses significatives qui se passent et qu'on n'a pas vu au moment du bilan, qu'on n'a pas eu, etc., on envoie un premier jet et on envoie un rectificatif derrière, si vraiment il y a besoin. Mais en même temps, on n'arrête pas tous Ron Poulenc, donc je veux dire, bon, voilà. Ce qui peut se passer de très, très grave. J'avoue que j'ai du mal à l'imaginer. Nos clients, ils sont super réceptifs. Ils ont besoin que ces bilans sortent pour les banquiers, pour tout un tas de trucs. Donc, quand on leur demande des choses, moi, j'ai envie de dire que pour une fois, ils nous répondent vite. Voilà. Et puis, s'ils ne nous répondent pas, on y va. Moi, je prendrai mes options. Moi, je suis une professionnelle. Je suis responsable, c'est mon métier. Je suis expert comptable. Je ne vends pas des pommes de terre. Donc, au bout d'un moment, je dois savoir arrêter un bilan, même si je n'ai pas tout. Voilà.
C'est peut-être une option encore radicale, désolé, hein, mais voilà. J'ai la même sensation. Monsieur le Président, je suis désolé, mais moi, je suis à peu près certaine. Après 37 ans de métier, savoir arrêter un bilan, même si je sais pas tout. Voilà. Donc, c'est les techniques du fast closing, c'est ça? C'est les techniques du fast closing. Voilà. Ce sont les techniques du fast closing. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'arrêter avec les informations qu'on a. S'il y a de gros écarts à la suite, on fera une correction. Philippe, voilà. Mais en pratique. Alors, moi, je tiens à dire une chose parce que, comme je vais me présenter aux prochaines élections à l'ordre des experts comptables, je vais vous faire une proposition qui soit. On va être concurrents. Philippe, on va être concurrents. Tu risques d'être élu au premier tour. On va faire un peu de démagogie et de populisme. Moi, je propose que les syndicats, plutôt que de demander 3 mois de délai, ce qui n'est évidemment pas suffisant, proposent que l'on fasse une seule liasse fiscale pour 2019-2020 et qu'on la sorte donc en juillet 2021, compte tenu du temps qu'il va falloir pour faire tout ça et des délais, etc. Ce qui fait que maintenant, la période fiscale, elle durera 24 mois par an, ce qui veut dire qu'on va être en permanence en période fiscale, on va imploser et on ne servira plus à rien si ce n'est à remplir des cases dans les liasses fiscales des clients. Je crois qu'au bout d'un moment, même les plus grands plaisirs doivent avoir une fin. Je sais bien que c'est difficile et qu'à chaque fin de période fiscale, on sait bien que… Alors, moi, en fait, qui suis expert comptable, j'ai toujours négocié… La raison pour laquelle je voulais que les périodes fiscales durent longtemps, c'est que j'avais négocié avec ma femme que pendant la période fiscale, je sortais pas le chien, je sortais pas la poubelle et je faisais pas la vaisselle. Et donc, évidemment, j'avais tout un intérêt à ce que la période fiscale dure le plus longtemps possible. Et c'était ma motivation profonde pour que cette période fiscale s'éternise. Au-delà de ça, je crois qu'il faut arrêter parce que les charges comptées d'avance, comme disait Valérie, ça nous fera une belle jambe d'avoir des charges comptées d'avance dans des boîtes qu'on renfermées. Donc, au bout d'un moment, ce qui va nous sauver, ce qui va sauver les boîtes, c'est la trésor, ou alors ce qui va les couler, c'est la trésor. Et c'est certainement pas les charges comptées d'avance, les produits à recevoir ou les factures non parvenues de 300 balles, 500 balles ou 2000 balles qui vont traîner à droite à gauche. Je crois que toutes les opérations d'inventaire, il ne faut les passer qu'à la condition qu'elles aient un enjeu. Je vous rappelle que dans la norme de présentation et dans notre métier, parce qu'effectivement, tu as raison de le rappeler Valérie, on est des professionnels, on est des libéraux, et puis, à ma connaissance, il n'y a pas tant d'experts comptables que ça qui ont été mis en cause en responsabilité parce qu'ils avaient oublié de comptabiliser une charge comptée d'avance. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. Il faut se rappeler qu'il y a un seuil de signification qui est prévu dans les normes et que s'il n'y a pas d'impact sur la lecture des comptes, s'il n'y a pas d'impact significatif sur le résultat, je crois qu'il faut arrêter de se faire plaisir, de se faire des petites charges d'avance, de passer des OD qui servent à rien, qu'on contrepassera d'ailleurs l'année prochaine dans le sens inverse, etc., etc. Et dans l'hypothèse où on n'a pas accès aux pièces comptables et qu'on n'est pas en mesure de respecter les délais, on fait quoi? On va pas inventer la compta. Alors ça, c'est différent. Là, effectivement, mais je crois que là, sauf, là encore, dans des cabinets, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas du tout informatisé et qui ont une vraie difficulté, je dirais, matérielle, logistique, pour récupérer les pièces, etc., je crois que dans ça, cette situation, elle représente moins de 10% des cas. Et encore, quand je dis 10%, je pense que c'est très largement exagéré. Je crois qu'il faut profiter de la situation, là encore, je le répète, pour mettre en place des outils de récupération de pièces automatiques. Je veux dire, il y a des outils, je suis pas là pour faire la pub des uns et des autres, mais il y a des outils dont on voit la publicité tous les jours dans le SIC. Comme ça nous fera une occasion de le lire. On prend le dernier SIC, on a de la publicité à droite à gauche, on récupère les trucs, on va sur leur site. Toutes ces sociétés-là font de la formation en ligne, ils font de l'abonnement en ligne, etc. Il y en a pour 1 heure de faire une formation en ligne. Ils nous expliquent comment on fait, ils créent le compte dans la demi-heure. Si on s'y met demain matin à 9h, demain soir à 17h ou 18h, on a mis 10 clients dessus. Peut-être pas 10, on va en mettre 4. Et puis on va en mettre 4 la journée du lendemain de plus. Et je veux dire, on va récupérer les pièces. Ce sera peut-être pas aussi efficace qu'en temps normal. Ce serait peut-être pas aussi, je dirais, organisé que si on l'avait fait il y a 6 mois. Mais on l'a pas fait il y a 6 mois. Donc moi, si j'avais fait un régime, je ferais 20 kilos de moins. Mais je l'ai pas fait. Ben, je fais 20 kilos de plus. Et puis maintenant, il n'y a jamais trop tard pour bien faire. On va s'y mettre. On va faire ce qu'on peut pour y arriver. Et il faut essayer. Il faut arrêter de se dire que ce serait bien si. Il faut arrêter d'essayer de jouer sur les délais parce que si on récupère des délais supplémentaires jusqu'en septembre, mais imaginez la saison qu'on va vivre jusqu'en septembre, ça va être l'horreur, et on n'aura pas commencé la comptabilité de 2020 ou dans des conditions pourries. Il est urgent de profiter de la situation du confinement qui est souhaitable pour personne, qui est profitable pour personne, mais c'est comme ça, on va faire avec, et on va essayer de s'en sortir le moins mal possible. Et le moins mal possible, c'est de mettre en place des méthodes et des outils qui vont nous aider. D'accord.
Bon, ok. Mais le 15 avril, là, il faut liquider l'IS. Le 5 mai, tu as la CA12, la CFE, la CVAE. Tu fais quoi là? Tu inventes les chiffres aussi? Comment on fait? Mais là, comment dirais-je, le paiement de l'IS, par exemple, pour dans les jours Hmm. qui viennent, moi je crois qu'il faut Et les effectivement, CA12? enfin, honnêtement, ah bah la CA12, on n'a pas de choix que de la reporter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va faire une fausse CA12? La plus belle Non, femme non, du monde gagne que ce qu'elle a. Si j'ai pas les chiffres, qu'est-ce on que je l'envoie fais? avec le bilan, hein. On l'envoie avec le bilan, Bah on fera voilà, et une puis c'est demande de tout. Et remise puis je veux dire, gracieuse des j'imagine pas majors. que De toute l'administration façon, fiscale nous ils vont reste, et puis décaler tous voilà, les quoi. paiements. Enfin, je veux dire, de toute façon, tous les paiements vont pouvoir être décalés ou on fera des demandes de remise gracieuse. Enfin, moi, j'imagine pas qu'en fait, on laisse pas les clients décaler les paiements, hein. D'accord. Donc, si on est hors délai, quoi. C'est la vie. Ah, mais Bah complètement. voilà, c'est la vie. Voilà, comme tu dis, c'est la vie du Je suis confinement. Ah ouais? complètement Et d'accord. pourquoi vous Mais n'avez pas dit sur ça les paiements, je suis dès le d'accord. début, là, Mais non, mais parce depuis un quart d'heure de raconter des trucs compliqués de CCA et de FNP, là, vous me dites si on n'est pas dans les délais, on n'est pas dans les délais, c'est la vie. Vous êtes compliqués quand même, tous Ouais, les mais ça, deux. c'est si on n'est pas dans les délais, c'est la solution entre guillemets ultime. Mais si on arrête de faire des CCA, des FNP, des machins, des bidules, on fera etc., dans les il y a les délais. 2 tiers des bilans qui peuvent être faits dans les délais. Et le temps qu'on va gagner, on pourra s'occuper de nos clients vraiment et arrêter de s'occuper de leur balance ou de leur grand livre. Et tu crois que les impôts, ils vont accepter de faire des remises sur les pénalités de retard ou pas? Oui, Ah bah là, j'imagine pas honnêtement qu'ils l'acceptent pas, hein. voilà, Là, pour le coup, pareil. je veux dire, c'est pas la peine de distribuer des milliards d'un côté et de piquer des centaines de milliers d'euros d'un autre côté. Il faudrait vraiment, ça n'a pas de sens. Enfin, franchement, Non, euh, Bon, on essaie de donc, sauver des boîtes d'un côté et en même temps, on va les emmerder parce qu'ils n'ont pas déclaré dans les non, délais des chiffres qu'ils n'avaient pas ça, n'importe comment. Enfin, ça me paraît très dingue. d'accord. Donc, si on est en mesure de justifier que pour ces clients-là, on n'avait pas les pièces, on n'était pas en mesure de sortir dans les délais, on s'emmerde pas avec les délais, on fait ce qu'on peut. Hein, de toute façon, à Bien sûr. l'impossible, nul n'est tenu. Et puis, on envoie les déclarations exactement. quand elles seront prêtes, les bilans quand ils seront prêts, et on arrête de se mettre la rate au Exactement. courbouillon. Voilà. Mais Mais quand carrément. elles Formidable. seront prêtes, ça veut dire que Ce c'est pas que la je dis, peine là, non plus de prendre 4 mois de plus. là, ce que je dis, c'est ce que vous me dites, hein, parce que moi, en tant que président de l'ordre, je peux pas dire ça, tu comprends, c'est pas possible. Ah Mais bah non, vous, ah c'est bah ce que non, vous parce que là, recommandez. pour le coup, en plus, ouais, non, 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 non. Ah non. Mais nous, c'est exactement ce qu'on a dit, Et mais comme tu es président, tu l'as dit en plus clair. je l'ai Par rapport au reformulé fait pour que que tu es tout le monde président. comprenne ce que vous avez Voilà. dit. Voilà. Et bon, moi, je pense que ce que vous dites, c'est pas complètement stupide, après tout. Hein. C'est à vous de voir. Mais... Mais c'est le bon Donc, sens les délais, du terrain, quoi. j'en ai peur. Alors, allez, on va passer à la question suivante. Est-ce que vous connaissez des méthodes et des astuces pour gagner du temps? On en a déjà vu un petit peu là avec le fast closing, mais Oui. parce qu'il y a d'autres choses. Pour gagner du temps, moi je dis il faut arrêter les mails. Voilà, parce que moi je sais pas vous, moi j'ai 400 mails tous les jours, donc voilà. Donc il faut arrêter de se parler par mail. Il faut reprivilégier la tradition orale et s'expliquer en 10 secondes. Il y a des tas de moyens. Je crois que Laurent en a mis plein en ligne, de faire des visios avec les clients, de faire des visios avec les équipes. Voilà, moi j'ai 3 points par jour avec mes équipes où on se dit les choses, où on se passe les messages. Et on en profite pour se faire coucou, savoir si on va bien, si les familles vont bien et avancer. Ce qui est encore une fois, je suis désolée de me répéter, mais très important en ce moment à mon sens. Et pareil pour les clients, s'assurer qu'ils vont bien, les voir. Ils adorent faire ces réunions, même travailler ensemble sur le dossier en visio, ils aiment bien. Enfin voilà, moi je pense qu'on gagne beaucoup de temps à pas écrire. Voilà. Ça c'est moi, ma première chose, ça a été ça, et je continue à le dire, et si mon équipe m'écoute, on sait jamais, arrêtez d'écrire, quoi. Voilà, arrêtez de me faire des mails. Là, ils sont au chômage partiel. Comment? Non, je te Ils sont parle au des chômage alternants. partiel. Non, ils sont pas tous en chômage partiel. Philippe, des trucs à plus. Je pense qu'ils m'écoutent. Je pense qu'ils m'écoutent et qu'ils se, voilà, et qui rient un peu, qui sourient en tout cas. Non, moi je Philippe. crois effectivement, je partage tout ce que vient de dire Valérie. Je crois qu'il faut se concentrer sur l'essentiel et les délais, ça n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'aider nos clients à survivre, de les aider à avoir leurs prêts, de les aider à avoir leur chômage partiel, de les aider à avoir leur fonds de garantie, parce que ça, c'est leur survie qui est en jeu. S'ils survivent, on pourra faire un courrier pour demander la remise des pénalités que n'importe comment on n'aura jamais.
Et s'ils survivent, je n'imagine pas une demi-seconde qu'ils nous attaquent en responsabilité parce qu'on n'a pas fait la lettre de mission pour leur faire le tableau de bord qui va bien ou envoyer le tableau qui va bien au banquier. Donc, on arrête effectivement de faire des mails, on appelle le banquier, on appelle le chef d'entreprise. Maintenant, même moi, je sais le faire sur le téléphone, on peut parler à 3 dans la même conversation. Donc, on appelle le chef d'entreprise, on se met d'accord et à nous 2, on appelle le banquier. Et on explique et on demande au banquier ce qui lui manque comme info et on lui envoie par mail, on met le client en copie, mais on envoie par mail le document, je veux dire. Parce que, voilà, ça c'est la priorité numéro 1. Sur les comptes annuels, on arrête de faire des choses qui ne servent à rien et qui prennent un temps infini. On arrête de relancer le client sur des pièces qu'il n'a pas. On arrête de faire tout ce qu'on ne devrait déjà pas faire en temps ordinaire, mais qu'encore moins on doit faire en ce moment. Et surtout, on ne s'inquiète pas. Je ne vois pas comment la responsabilité des experts comptables ou l'absence d'aide de mission pourrait avoir un impact défavorable sur nos cabinets. C'est pas le débat, on n'en est pas là. On est en train de faire survivre des cabinets, de faire survivre des entreprises. On n'en est pas en train de se demander si on a le papier qui va bien, la photocopie qui va bien, etc. On est d'accord. Alors, on va passer à... On passe pas 2 jours pour un prévisionnel. Autre chose, on l'a dit au début, mais il faut quand même pas l'oublier. Je veux dire, le prévisionnel, c'est on utilise le tableau que l'ordre des experts comptables a diffusé. Sur un document, il y a absolument tout, le diagnostic, le prévisionnel et l'attestation. On remplit ça sérieusement, on met les chiffres qui vont bien dont on dispose. Pour le reste, on fait des estimations. La définition même d'une estimation, c'est par définition, c'est une évaluation approximative. Et à partir de là, on aura une évaluation du besoin. Et ça, si c'est un document qui a été fait sérieusement sur la base du document de l'ordre, il n'y a pas de raison que ça passe pas si ça a été fait par un professionnel qui a fait correctement son boulot. Merci, merci Philippe. Alors, on va rapidement lister les outils qu'on a pu identifier qui vont nous permettre de gagner du temps. Alors, le premier, en fait, c'est des outils que vous allez pouvoir retrouver dans un mail qu'on va vous faire de synthèse. Tout ça sera en ligne également facilement accessible. Donc, la première chose que je souhaitais vous dire, c'est qu'on a créé une adresse mail qui s'appelle solidarité@oec-paris.fr, qui est un service d'assistance pour les cabinets en difficulté. On a été informé par les conjoints, parfois par les collaborateurs, que certains confrères et certaines consoeurs étaient atteintes du coronavirus, qui étaient dans l'incapacité de poursuivre leurs travaux, hospitalisés pour certains d'entre eux. Donc, on est en train de monter une équipe d'intervention. Si vous avez du temps, vous pouvez nous signaler en nous envoyant un mail à cette adresse-là. Et si vous-même êtes en difficulté ou si vous êtes coincé parce que vous avez des collaborateurs qui ont disparu ou parce que vous-même vous êtes handicapé, vous pouvez nous contacter. On va essayer de faire en sorte que ceux qui ont du temps puissent intervenir dans les cabinets de ceux qui ne sont plus en état de travailler. D'accord ? Donc ça, c'est important. On a besoin de savoir où est-ce que vous êtes situé. Évidemment, vous devez être expert comptable, c'est le minimum. Et quels sont les logiciels que vous savez manier pour qu'ils puissent avoir une prise en main rapide dans des cabinets qui sont aujourd'hui dans des situations compliquées. On a également dégagé un budget au niveau de l'ordre des experts comptables pour prendre en charge tout partie des honoraires qui seront facturés par les consoeurs et les confrères qui interviendraient dans cette situation-là, de manière à ne pas faire peser sur les cabinets qui sont en difficulté une charge financière supplémentaire. Voilà, donc on a besoin de tous, on a besoin de solidarité pour avancer. Donc solidarité@oec-paris.fr. Il existe toujours la possibilité de recourir au site bibusi.fr que vous connaissez, dans lequel on peut facilement trouver des experts comptables à la recherche de missions de co-traitance. Aujourd'hui, il y a 2150 experts comptables qui sont inscrits sur ce site. Quand vous passez une annonce, si vous avez besoin de quelqu'un, vous allez nécessairement trouver un accompagnement. Donc, ne vous mettez pas dans des situations dans le rouge. Ne travaillez pas 12 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Vous allez juste pédaler dans la semoule. Vous n'allez plus être capable de hiérarchiser, de déterminer ce qui est important, ce qui n'est pas important. Vous n'allez pas être efficace. Trouvez quelqu'un. Il y a plein de jeunes qui s'inscrivent. Chaque année, on a 150 jeunes confrères qui s'inscrivent et qui créent leur cabinet ex nihilo. Ils ont du temps, ils sont disponibles, ils peuvent vous accompagner. Vous passez une annonce sur Bibusi, vous allez voir plein de réponses. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous accompagner pendant cette période. Il sera ravi de bosser avec vous et vous allez pouvoir vous décharger un peu et vous allez pouvoir trouver des réponses à toutes vos questions. Je vous conjure d'essayer ce truc. Vous allez voir, c'est une vraie solution parce que sinon, on est dans des situations parfois compliquées. J'ai vu passer des messages de jeunes femmes
qui me disent qu'elles viennent d'avoir des enfants, qu'elles travaillent toutes seules. C'est pas possible de continuer comme ça, surtout dans la période actuelle. Il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Donc, vous n'hésitez pas, vous allez sur Bibuzy, vous expliquez votre situation et vous allez voir que vous allez avoir des gens très bien, des gens très sympas, des jeunes qui ne demandent qu'une chose, c'est vous accompagner à raison de 2 ou 3 jours par semaine dans l'arrêté des comptes de vos clients. On a identifié aussi tout un tas de sites utiles et de liens utiles. Vous allez pouvoir les retrouver sur le site internet de l'ordre. Alors j'en ai plein. On me parlait évidemment de toute la doc, Francis Lefebvre, Weblex qui est gratuit, qui est très bien. Werby qui est un site qu'utilise Valérie d'ailleurs pour faire ses réunions. Il y a Zoom, Time Recep, j'en ai parlé, c'est gratuit. On a un simulateur PayFit qui a été fait, qu'on va mettre en ligne. Il y a un lien vers le site du ministère du Travail. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment on fait les bulletins de paye avec l'activité partielle. Voilà, tout ça, vous allez sur les adresses qui sont là, notre sélection d'outils. Vous allez voir, c'est très riche. Il y a plein de choses, plein d'outils Excel, plein d'outils qui vont vous permettre de trouver facilement des solutions. Et très honnêtement, si vous avez oublié 100 balles dans l'indemnité soumise à cotisation sociale parce que ça paye les 35 heures à 39 heures, eh ben c'est pas très grave, on régularisera en avril ou en mai ou en juin ou en septembre ou en décembre. Il n'y a pas d'urgence, quoi. Pour le moment, l'objectif c'est pas de passer 4 heures sur un bulletin de paye d'un collaborateur qui gagne 2 000 € par mois. C'est bien de sortir des bulletins de paye qui sont à peu près justes. Hein, et de régulariser plus tard. Si votre client vous demande de maintenir le brut, vous maintenez le brut. Et si il faudra régulariser plus tard pour le soumettre à cotisation sociale, il sera toujours temps de le faire. Je vous rappelle qu'il existe le site Appel un expert qu'on a créé avec un numéro vert, le 08000 65432. On a accès à une base documentaire qu'on met à jour tous les jours. On a les équipes de l'ordre qui sont mobilisées là-dessus. Tous les jours, on retrouve à jour toutes les aides, toutes les mesures qui ont été mises en place et l'accès à tout un tas de documents, toutes les ordonnances, tout ce dont vous avez besoin. Vous allez sur appelanexpert.fr, vous allez voir, c'est une grande richesse. Et toutes les vidéos qu'on fait ensemble, on les retrouve en replay sur ce site internet aussi. C'est le site qu'on utilise pour que les entrepreneurs puissent appeler un numéro vert ou 130 experts comptables. Aujourd'hui, vous êtes 130 bénévolement à nous accompagner dans cette opération et à répondre gratuitement au téléphone à tout un tas de chefs d'entreprise. Et c'est important qu'on puisse montrer que la profession est présente dans ce type de moment. L'outil Excel pour bâtir un prévisionnel, on va vous l'envoyer en pièce jointe du mail qui fera la synthèse de cette conférence. Il y a évidemment parmi tous les outils les conférences de l'ordre, donc suivez bien les mails qu'on vous envoie. On en a fait une sur la directe, on en a fait une là sur l'organisation des cabinets, j'espère qu'elle vous aura été utile. La prochaine, c'est sur les banques avec le représentant de la Fédération des banques françaises et sur le fonds de solidarité, donc avec les représentants de l'État. Et puis, on est en train d'élaborer tout un tas de formations, parce que effectivement, on l'a vu, on a des collaborateurs qui sont parfois en sous-activité, donc on peut les mettre en chômage partiel, mais aussi, pourquoi pas, les mettre en formation. Ça peut être le cas pour des jeunes qui effectivement sont moins autonomes en télétravail que des collaborateurs plus confirmés. Donc on a mis en place des formations sous forme de classes virtuelles avec eux. On aimerait aussi vous proposer, et ça va sortir d'ici, j'espère, mi-avril au plus tard, des formations sur le social et l'activité partielle. Comment on fait un bulletin, etc. Sous forme de classe virtuelle, entre 10 et 15 personnes, par un avocat spécialisé dans le sujet qui connaît très très bien la problématique. Et puis pour les auditeurs, parce qu'on sait qu'il y a aussi pas mal de collaborateurs en audit qui sont un peu en sous-employés, ils ne peuvent pas se déplacer dans les entreprises. On se dit que c'est peut-être le moment de les former sur des techniques un peu modernes de BI. Et vous savez qu'on avait avec le Lab 50 mis en place des formations, et donc on va faire aussi là aussi des classes virtuelles. Et donc tout le catalogue est en train d'être peaufiné avec le CFPC et puis ce qu'on peut trouver par nous-mêmes, et on va vous informer de tout ça très rapidement. Alors avant de quitter, moi j'aimerais quand même vous poser une dernière question, Valérie et Philippe, hein, pour conclure. Quel est pour vous ce que nous a appris cette crise? Qu'est-ce qu'on va retenir? Est-ce que c'est qu'un mauvais moment, ou comme dans toute chose, il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide? Valérie, tu veux démarrer? Moi, je suis une inconsolable
une inconsolable optimiste. Ça veut dire que je suis pas une personne nécessairement très gaie, contrairement aux apparences, mais que j'ai vraiment un grand fond d'optimisme. Et la première chose, c'est que ce qu'elle nous aura montré de plus, c'est qu'on n'est jamais prêt. C'est qu'on a beau se préparer à tout, on n'est jamais prêt. Et donc, un expert comptable, c'est un chef d'entreprise. Et comme un chef d'entreprise, il doit être agile. Donc, c'est le moment de montrer à nos clients qu'on est comme eux, qu'on est des chefs d'entreprise, que parce qu'on a un petit peu de qualité dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement, on peut les accompagner sur ce ou ces domaines-là, mais qu'on est dans le même camp, qu'on est un chef d'entreprise. Nous aussi, on est bouleversés. Nous aussi, on a des tas de sujets dans notre entreprise et on est là, à côté d'eux, on est présent. On est, voilà, leur garde du corps, on est là pour leur donner un coup de main, pour les aider à avancer. Et moi, je suis convaincue qu'on aura, à la fin de cette crise, notre profession aura, enfin, le client saura qui l'a accompagné, à quel moment, et je pense qu'on aura gagné en considération. Pas parce qu'on aura fait un bilan juste, mais tout simplement parce qu'on aura été là et qu'on aura donné le coup de main qu'il faut pour qu'il s'en sorte, et qu'on lui aura tendu la main, et que même s'il s'en sort pas, on lui aura tendu la main quand même. Voilà. Moi, c'est de toute façon une partie de ma vie de tendre la main aux autres, donc c'est pas le scoop de la journée, mais en tout cas, je pense que la profession, elle a beaucoup à y gagner en considération, en respect et en humanité. Voilà. Philippe, j'aurais pas dit mieux. Je vais juste essayer de me glisser dans les petites interstices qui sont restés un petit peu vides. En fait, je partage à 100% ce que vient de dire Valérie, évidemment. Je crois que sans vouloir jouer les profiteurs de la situation, puisqu'on a dit qu'on facturait pas a priori, donc il n'est pas question de profiter, mais c'est une bonne occasion pour deux choses: changer notre image vis-à-vis évidemment de nos clients, ce qui est essentiel, vis-à-vis des banquiers et des partenaires en général, vis-à-vis des pouvoirs publics qui nous ont un petit peu malmenés depuis quelque temps, ou en tout cas pas trop écoutés, ou pas trop intégrés dans leur réflexion au niveau où on aurait pu l'espérer. Je crois que clairement, vis-à-vis de tous ces partenaires, de toutes ces parties prenantes, de tous ces tiers, ça va changer notre image. Et donc, voilà, à la condition évidemment que nous-mêmes, on fasse ce qu'il faut pour que cette image change. C'est-à-dire qu'effectivement, on se comporte en accompagnateur, on les aide à trouver les fonds qui vont bien, on les aide à remplir les papiers qui vont bien. Je tiens à préciser, parce que ça n'a pas été dit, qu'évidemment, notre rôle, mais ça c'est chacun qui le vivra à son niveau, n'est pas de donner des prêts, n'est pas de faciliter l'accès à des prêts ou à des financements ou à des subventions à des gens qui ne le justifient pas, qui ne le méritent pas, ou qui voilà, le côté j'y ai droit est un peu difficile à vivre en ce moment, il est un peu difficile à entendre. La deuxième chose, c'est qu'en fait, au-delà de ce changement d'image, donc ça c'est l'externe, je crois qu'il faut aussi qu'on voit les avantages qu'on peut tirer de cette situation en interne. Cette situation nous aura appris à grandir aussi, elle nous aura fait grandir. Comme le disait Valérie, effectivement, on a tous été obligés de s'adapter dans des délais très courts. On a tous été obligés de changer nos méthodes, notre organisation, notre façon de travailler, notre façon de discuter avec nos clients, notre façon de... Bon, je crois que on a beaucoup appris, même si on n'a pas choisi, mais c'est souvent quand on tombe qu'on apprend à faire du vélo. Quand on enlève les petits trous, bah, évidemment, on tombe. Et c'est comme ça qu'on apprend à faire du vélo. Je crois que cette période est compliquée. On nous enlève les roues, donc on va tomber. On va s'énerver, on va passer des soirées, des nuits, des week-ends à faire des choses qu'on aurait préféré ne pas faire. On aurait préféré aussi profiter du beau temps, mais ça n'est pas le cas parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas. Je crois que la pire des erreurs, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est le Dalai Lama ou je ne sais plus si c'est Gandhi qui disait même quand je perds, j'apprends, donc je n'ai pas complètement perdu. Là, je crois qu'il faut Nelson Mandela. C'est Mandela, voilà. Tu as raison. C'est la différence entre la culture et la confiture. C'est voilà. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de mes citations préférées. Non, mais très concrètement, je crois que c'est exactement ça. Je crois que les méthodes qu'on a acquises, là, je disais moi-même, je suis tous les jours sur Teams.
tous les jours, je fais des réunions avec des clients, des collaborateurs, des collègues, des associés, etc. Alors que Teams, je l'avais depuis au moins 3 ou 4 ans. Et notre responsable informatique disait, mais mettez-vous-y, c'est vachement bien, c'est pratique, etc. Et je disais, tu me gaves, tu me fatigues, j'ai pas le temps, je préfère les réunions, etc. Et en fait, là, j'ai pas eu le choix. Et donc, ça m'a botté les fesses et j'ai dû m'y mettre. Et j'ai appris à les utiliser, ces outils que je trouve extrêmement pratiques et qui finalement sont bien pratiques. Et l'erreur absolue, ce serait de ne pas conserver les bonnes méthodes qu'on a apprises, les bonnes façons de travailler, les bonnes astuces, les bons outils, et de retourner dans l'ancien monde juste après le déconfinement. Et là, je crois que ce serait vraiment une perte absolue, c'est-à-dire qu'on n'en tirerait vraiment rien, alors qu'il faut essayer d'en tirer le plus possible, même si je sais bien que ce n'est pas la meilleure des périodes et la meilleure des situations. Eh ben, merci Philippe. Je te découvre beaucoup plus philosophe que j'avais cru croire. Mais philosophe. Il y a Gilles Doriac qui a suivi avec passion cette conférence et qui me dit que ce n'est pas Mandela, contrairement à ce qu'on croit, mais Gary Player. Mais qui mais que Mandela a copié. Bon, écoute, on ira vérifier qui a dit. On fera une disserte à la fin de l'année. Ouais. À la fin de l'année, soit je gagne, soit j'apprends. Merci beaucoup Valérie d'avoir accepté depuis Nice de venir nous donner un exemple de la manière dont tu gères ton cabinet. Parce que je suis admiratif de tout ce que tu fais. Je te remercie de m'avoir accueilli. Bravo à toi et merci Philippe de tes bons conseils qui sont toujours les bienvenus dans ces moments-là et même le reste du temps. On se retrouve mercredi pour des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus techniques, donc beaucoup moins intéressantes en vérité, puisqu'on va parler des conditions pour obtenir un emprunt garanti par l'État et de la manière dont on peut déposer un dossier pour être tranquille au niveau du fonds de solidarité. À très bientôt et merci à tous d'avoir participé à cette émission. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.